Vous écoutez Les Vidéopreneurs, l'émission des vidéastes entrepreneurs qui veulent lancer et faire prospérer leur business vidéo. À travers l'ensemble de nos épisodes, venez discuter entrepreneuriat et vidéo avec Guillaume et moi-même. Guillaume est un vidéaste de terrain qui vit à plein temps de la vidéo. Et moi, comme vous le savez, je suis un consultant en vente qui a tout appris d'un grand groupe coté en bourse. Chaque épisode a un objectif simple, vous permettre de vivre confortablement de la vidéo en apprenant à devenir un entrepreneur de la vidéo, un vidéopreneur. Bienvenue sur le podcast Les Vidéopreneurs. Aujourd'hui... Alors, Antoine, je t'arrête de suite, Antoine. Encore une fois, il y a un invité surprise qui va venir sur le podcast. En fait, j'ai eu l'occasion là cette semaine de discuter avec un vidéaste que tu connais peut-être qui s'appelle Dorian Matsima. Tu le connais peut-être parce qu'il anime un podcast qui s'appelle Un café avec un vidéaste et le concept est assez similaire à nous. En fait, il parle de business vidéo au-delà de juste faites de bonnes vidéos, tout ça. Il essaie d'aller en profondeur. Il a plusieurs grands invités. Notamment, il a eu Filmmaker on the go là récemment. Et en fait, j'ai eu une super conversation avec lui. Donc, on a parlé un petit peu de son parcours, de comment il a commencé la vidéo. On a parlé un petit peu d'école de cinéma. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? On a également parlé de comment il est passé du monde du clip musical. Donc, il a fait des clips pour des gros noms du rap français. Comment il est passé de ce monde-là à justement un monde un peu plus corporate. Comment son environnement aussi a influencé sa manière de penser et a influencé son activité directement. On parle de tout ça. Est-ce que ça dit d'écouter ça? Allez, on y va. Très très curieux d'en savoir plus. Ouais, bon, ok, on débriefe après. Bonjour Dorian et bienvenue sur Les Vidéopreneurs. Salut Guillaume et merci beaucoup de m'accueillir. Ouais, mais ça me fait plaisir que tu sois là parce que tous les deux on est un peu dans le même bateau, même business disons, c'est-à-dire qu'on a une activité tous les deux de vidéastes et à côté on donne des conseils business pour justement aider à faire grandir les activités des vidéastes. Donc je vais un petit peu te présenter, donc comme je viens de le dire, tu as une activité de vidéaste professionnel, on a pu un peu échanger à ce propos-là par téléphone et aujourd'hui tu vis de cette activité à plein temps. Et t'as aussi un podcast que j'écoute, donc t'as été le premier podcast en tout cas que j'ai connu, hein. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais le premier podcast que j'ai connu qui parlait business vidéo et qui parlait vraiment business vidéo, hein, au-delà de juste contacter les gens, vous allez voir ça va marcher, qui rentrait un peu plus en profondeur sur le sujet. Et de ce que j'ai vu sur ce podcast, tu as deux typologies d'épisodes, donc une première où tu parles tout seul pendant 30-40 minutes sur un sujet assez précis, en rapport toujours avec le business vidéo, où tu mêles un petit peu une analyse et un petit peu ton avis. Et l'autre, c'est des interviews. Notamment, là, tu as fait la dernière que j'ai vue en date, c'était avec Alex et MJ on the go, que j'ai bien apprécié, et d'autres. Et ce que j'apprécie dans tes interviews, c'est notamment que des fois, c'est des gens qui sont pas très connus, mais qui ont une grande expertise dans le domaine, quoi, parce que voilà, les vidéastes qui réussissent, les vidéopreneurs, hein, comme je les appelle, c'est pas forcément des gens qui font du contenu sur YouTube et tout ça, c'est aussi des gens... Yes, exactement. Voilà, donc je vais te laisser un petit peu te présenter. Enfin, pardon, avant, ce que je trouve aussi intéressant dans cet exercice qu'on est en train de faire, c'est que d'habitude, c'est toi qui as toujours la casquette de la personne qui interroge. Bon, c'est normal, hein, c'est ton podcast. Mais aujourd'hui, on inverse un peu les rôles, parce que je pense que tu as plein de trucs à dire qui sont super intéressants. Et je suis peut-être pas le seul à penser ça, mais voilà, qu'on inverse un peu les rôles. Moi, je t'interroge sur qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a motivé, comment tu gères aujourd'hui ton business, toutes ces questions-là. Puis je pense que ça va être super intéressant. Ouais, déjà franchement merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais pas fait mieux. C'est vrai que d'habitude j'ai toujours le rôle de la personne qui pose les questions, etc. Donc là du coup je trouve ça intéressant. Et je pense que t'as une très bonne capacité d'analyse, donc ça va être super cool. Je pense que ça va être super cool ce petit échange qu'on peut avoir sur le podcast. Bah super, bah merci déjà du compliment. Donc écoute Dorian, moi je te propose on rentre directement dans le sujet. La première question je pense c'est comment tu as décidé de te lancer en pro? C'est-à-dire qu'est-ce qui a été à un moment l'élément déclencheur de te dire ok, je vais gagner de l'argent grâce à ma compétence vidéo? Ok, question super intéressante. Bah déjà pour commencer, pour répondre à cette question, je vais partir d'un peu plus loin. J'ai toujours voulu bosser dans la vidéo. Donc depuis petit, depuis l'âge de 11 ans, c'est à l'âge où j'ai réussi à matérialiser le nom du métier que je voulais faire, qui est donc réalisateur. À l'époque, vidéaste, c'était pas trop le terme qu'on employait, on disait surtout réalisateur. Donc pour expliquer que c'est vraiment depuis toujours
que j'ai toujours voulu bosser dans la vidéo, faire de la vidéo. Je prenais la caméra de mon grand frère quand j'étais petit pour faire des vidéos, etc. Sauf que le premier problème, c'est le contexte. Autour de moi, la plupart des personnes, quand tu leur dis que tu veux devenir réalisateur, vidéaste ou peu importe, les personnes te regardent avec des gros yeux en disant c'est pas un métier. Ouais, c'est Pôle emploi. Donc ça veut dire que voilà, exactement, tu vois. Donc c'est-à-dire que mentalement, ça a d'abord été mental, on va dire. Ce chemin-là, ça a d'abord été mental de se dire, ok, tu sais quoi, c'est peut-être possible que je le fasse. Donc le premier déclic pour me lancer en pro, disons que j'ai eu plusieurs déclics. Un des premiers, c'est quand j'ai fait une licence de cinéma audiovisuel. Et donc, lors de ma première année, concrètement, ce que j'ai fait, c'est j'avais 2 jours de cours dans la semaine et je passais mon temps au cinéma et avec les filles. C'était les 2 trucs, les 2 activités que je faisais à cette époque-là, pour te dire à quel point la vidéo, c'était limite loin de moi, tu vois. Je tournais pas, je faisais pas de vidéo, je faisais pas de court-métrage, de projets particuliers, tu vois. J'étais juste un étudiant qui flânait. Et lorsque je suis parti en voyage cet été-là, je suis parti en voyage donc en Afrique, j'ai vu des personnes, donc des personnes de ma famille, qui bossaient 10 fois plus dur que moi, alors qu'ils avaient 10 fois moins d'opportunités que moi. Donc disons que mentalement, ça a été un des premiers caps qui m'a fait dire, ok, il y a peut-être un problème dans ma manière de faire, il y a peut-être quelque chose que je suis en train de louper. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai commencé ma 2e année dans ma licence de cinéma audiovisuel. Je me suis rendu compte que si je continuais, je pense que j'aurais un bac plus 5 chômage. Tu vois, je pense qu'à la fin, je trouverais pas un métier qui pourrait me payer, tu vois. Et donc, ça a été le déclic pour me dire, ok, tu sais quoi, j'arrête les études et je me lance en pro. Je me lance directement, je me dis, tiens, je me suis lancé avec un pote à moi à cette époque-là, qui était dans la même licence que moi, et on a arrêté, on s'est lancé à fond, j'ai bossé à l'intérim pendant quelques mois, et directement, je me suis dit, écoute, je veux faire tous les projets qui me tombent sur la main. Donc au début, ça a été des clips de rap, et je me suis dit, tiens, je vais le faire, et je vais gagner ma vie comme ça. Et ça s'est pas fait directement, donc peut-être on reviendra un peu plus tard, mais disons que ça a été le déclic pour me lancer en professionnel, mais ça veut pas dire que j'ai gagné ma vie à cette époque-là. Ok, juste pour parler un peu ressenti, tu vois, à ce moment-là, parce que là, tu me dis ça, toi, tu t'es lancé, t'as pas eu une peur particulière de te dire, ouais, enfin, peut-être que je vais me lancer et c'est juste une sorte de rêve et ça marche pas comme ça, quoi. Bah, en fait, pour te dire, je pense que j'étais très naïf. Vraiment, j'étais un peu inconscient. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, en fait, je me suis dit, ouais, à cette époque-là, je me suis dit, de toute façon, j'aime pas l'école. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est vraiment ce qui s'est passé à cette époque-là. Je me suis dit, j'aime pas l'école. Je suis en licence cinéma audiovisuel. Très clairement, c'est pas... Disons que juste faire ça et ne pas faire de projet à côté, c'est pas ça qui va faire que je vais gagner ma vie. Depuis toujours, j'ai envie de faire de la vidéo. C'est pas quelque chose qui est arrivé depuis 2 mois, depuis 3 mois, mais c'est depuis que je suis très petit que je vais faire de la vidéo. Du coup, tu sais quoi, je me lance. Je me lance et je fais le truc. Et puis si ça marche pas, rien à faire, ça va marcher. C'était ça, vraiment c'était ça ma mentalité à cette époque-là. C'était ça va marcher dans tous les cas. Donc beaucoup d'insouciance et même un peu d'inconscience, je pense. Ouais, tu connais cette phrase peut-être, j'ai juste un plan A, pas de plan B, parce que le plan B, il est là pour perturber le plan A. Tu sais quoi, je pense que c'était mon credo à cette époque-là. C'était pas de plan B, que le plan A. Ça va le faire. Je vais devenir millionnaire dans 1 an, etc. Un peu tout ce genre de trucs qui... Disons, je me suis mangé une grosse claque après par la suite. Ok, bon, on va y revenir. Alors juste, t'as dit 2 choses super intéressantes, je trouve, qui méritent d'être creusées. La première, c'est que t'as fait une école de cinéma, t'as fait quelques années, et tu as arrêté. Alors aujourd'hui, j'ai une question, j'imagine que toi aussi tu as régulièrement. Est-ce qu'il faut faire une école de cinéma ? Là, je suis un vidéaste, je veux me lancer. Est-ce que je suis obligé de faire une école de cinéma ou c'est pas vraiment utile ? Selon, on va dire, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu juges l'utilité ? 10 étant, c'est vraiment indispensable. 0, c'est juste pour prendre ton argent, quoi. Je pense que l'école de cinéma, c'est une grosse question que beaucoup se posent. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me poser la question, est-ce que je dois faire une école de cinéma d'audiovisuel pour pouvoir devenir vidéaste, etc., travailler dans la vidéo ? Je pense que cette question, elle est très complexe. Et enfin, la question est très simple plutôt, mais la réponse, par contre, elle est très complexe parce que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ta personnalité,
C'est quoi ta personnalité en fait de manière concrète? Est-ce que tu es du genre à aller chercher les informations? Tu es du genre à être force de proposition, à envoyer des messages aux gens, à faire des tournages, à bosser? Ou bien tu es du Ouais. genre à ce que les choses viennent à toi? Donc déjà, c'est un premier élément de réponse. Deuxièmement, c'est qu'est-ce que tu veux faire aussi dans la vidéo? Est-ce que ton but, c'est d'être un vidéaste, c'est-à-dire d'être un entrepreneur, d'avoir tes propres clients, de faire toi-même le tournage, le montage et toutes ces choses-là? Ou ton but est de travailler avec des équipes peut-être plus conséquentes et donc d'apprendre ce que c'est qu'un chef opérateur, d'apprendre ce que c'est qu'un script, d'apprendre ce que c'est que toutes ces choses-là et tous ces Mm. éléments qui arrivent lorsqu'on veut produire une vidéo qui est un peu plus conséquente. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là que je dirais déjà de se poser. Et puis, troisièmement, quelle école aussi tu veux faire? Est-ce que c'est une licence? Donc, est-ce que c'est à la fac? Est-ce que c'est une école privée? Est-ce que c'est une école qui va être... Est-ce que c'est une formation? Un BTS? Disons qu'il y a toutes ces Ouais. choses-là qui sont aussi très différentes. Je veux dire que la licence, moi j'étais dans une licence à Paris 8. Pendant un an, on n'a touché à aucune caméra. On a fait zéro tournage. Je veux dire, c'est quand même Ouais. incroyable. On a Ouais, fait c'est vrai, ouais. zéro tournage de toute l'année. Je n'ai jamais touché à une seule caméra durant mes études de cinéma audiovisuel. Tu vois, je trouve ça aberrant, tu vois. Alors que si tu es dans une école qui est peut-être très technique, où tu vas toucher du matériel de manière constante, tu vas être au contact de professionnels, peut-être que ça va être intéressant pour toi. Donc je pense que toutes ces choses-là sont intéressantes. Maintenant, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on est obligé de passer par une école pour Ouais. devenir vidéaste ou devenir réalisateur? Absolument pas. Absolument pas. Et pour être honnête, en tant que vidéaste, personne ne demande le diplôme. Personne Ouais. va venir pour te dire quel est ton diplôme, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu peux me montrer un CV avec marqué bac plus 3 ou bac plus 5? Non, on va te demander c'est quoi tes réalisations, c'est quoi tes productions, avec quelle marque tu bosses, comment tu bosses, etc. C'est ça que les gens vont te demander. Et même moi aujourd'hui, lorsque je recrute des personnes sur mes tournages, ça peut être un second cadreur, ça peut être un assistant, je demande toujours qu'est-ce que tu as fait. J'en ai Mm. rien à faire de son école. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait de manière concrète. Tu vois, Ouais, ouais. voilà comment je pourrais répondre à la question. Ça dépend de ta personnalité. Ça dépend vraiment comment tu es. Si c'est pour ne pas aller à l'école, mais au final, c'est pour rester chez soi et juste regarder des films sur son ordinateur, mieux vaut partir à l'école et faire des projets. Tu vois. Mais Ouais, bien si c'est sûr. pour ne pas aller à l'école, mais du lundi au dimanche, tu es en train de bosser sur divers projets, etc. Par exemple, là, j'ai un pote qui est, un de mes, bah, qui est mon ex-associé. Ce pote-là, actuellement, il est en école de cinéma en deuxième année à l'ESRA, mais il est vidéaste à côté et il gagne déjà sa vie, en fait. Donc, du coup, actuellement, il est en train de se poser la question, est-ce que je vais continuer ou pas? Mais le gars, il a une agence, je veux dire, il a une Ouais. agence, il a des locaux, il gagne sa vie, enfin, il est en train de faire des projets de plus en plus conséquents. Il est sur quelque chose de concret pour arrêter l'école, tu vois. Il n'est pas juste en train de... Ouais, bien sûr. C'est pas juste une distraction de se dire, vas-y, j'ai la flemme de faire des études. Ouais, c'est clair. Bah écoute, super réponse, hein, je pense. Donc, tous ceux qui posent cette question, je leur enverrai ta réponse directement. Ça y répondra, je pense. Donc, du coup, j'aimerais bien aussi creuser sur cette deuxième chose que je t'ai dit. C'est que t'as un peu dit que t'as commencé dans les clips de rap. J'aimerais bien voir un petit peu comment t'as fait, vraiment d'un point de vue business. Déjà, comment t'as trouvé ton premier client? C'est-à-dire, comment tu t'es dit, ok, déjà, comment tu t'es dit, je vais commencer dans les clips de rap? Parce que c'est peut-être pas le premier truc que les gens font, mais. Et comment derrière, bah, t'as pu convertir un client, un petit peu tout ça, qu'on va un petit peu parler de ça. Ok. Ok, bah, disons que quand je me suis lancé, j'avais pas trop de vision de ce que je veux faire. Ouais, bien sûr. Tu vois, mon but c'était de faire de la vidéo. Je regardais des clips de rap, donc je me suis dit, je vais faire des clips de rap. Autour de moi, il y avait des personnes qui faisaient du rap, donc je me suis dit, bah tiens, je vais filmer des clips de rap. Ouais, ça, c'est C'était naturel, c'est ton réseau, quoi, finalement. exactement, tu vois, c'est pour ça que actuellement, aujourd'hui, je pense que le contexte dans lequel un vidéaste évolue est très important. Si autour de toi, il y a plein de vidéastes qui font des vidéos de voyage, naturellement, tu vas dire, tiens, je peux faire ça aussi. Mais autour de moi, c'était des personnes qui font des clips de rap, c'était ce qui avait c'était le plus simple un peu à faire. C'était des clips de rap et des mariages. Hmm. Donc du coup, naturellement, je me suis plus porté vers des clips de rap vu que c'était un peu de la réalisation. On te demandait quand même d'avoir une certaine créativité. Donc maintenant, plus concrètement, comment ça s'est fait? Tout d'abord, j'ai d'abord fait un clip d'un pote à moi. D'un pote à moi qui voulait un clip. Donc
avec mon associé de l'époque, on lui a fait un clip. Il y a eu un ami d'un ami qui voulait un clip, donc Ouais. on lui a aussi fait un clip. Donc c'était rémunéré au lance-pierre, mais c'était pas je vais pas les classer dans mes premiers clients puisque c'était Ouais. des personnes que je connaissais. Maintenant, le tout premier artiste à cette époque-là que j'ai pu faire par la suite, ça a été tout simplement un démarchage. Une fois que j'ai réalisé ces 2 clips-là, j'ai démarché plein de producteurs et d'artistes en leur envoyant tout simplement le clip. Tu vois, Ouais. en leur envoyant tout simplement les productions que j'avais déjà réalisées. Donc, je les ai démarchés comme ça. Il y a eu un producteur qui a vu le travail, qui a plutôt aimé et qui derrière m'a contacté pour me dire bah tiens, ça peut être intéressant. Bah, tu sais quoi, pour mon artiste, passe tel jour et on va pouvoir faire un, un, un clip ensemble. Sauf qu'à cette époque-là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas du tout parlé de prix. Ouais. J'ai pas du tout parlé de tarifs, de prix. Et donc, du coup, je me rendais pas compte qu'en fait, j'étais en train de faire un projet gratuit, un projet non rémunéré. Parce que j'avais tellement peur de parler d'argent, j'étais tellement effrayé à l'idée de dire à ce producteur, écoute, bah, nous, on va être payé ne serait-ce que 400 euros. J'étais effrayé. J'ai fait la prestation, on est parti, on a tourné le clip, on a fait le montage du clip. Et au moment d'envoyer la version finale du clip, c'est là où le producteur, il s'est dit, c'est là où on a dit au producteur, bah écoute, pour t'envoyer la version finale, faut que tu nous payes. Et lui, il s'est dit, mais attends, comment ça, comment ça, faut être payé. On n'a absolument pas parlé de prix depuis le début de la prestation. Donc du coup, c'est un projet gratuit en fait. Et Ah ouais. donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier faux client dans le monde du rap en faisant un projet gratuit en fait. Ouais, alors ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut faire assez attention et c'est un truc que j'entends régulièrement, surtout dans le milieu là que tu es en train de décrire. Des personnes, parce que bon, le producteur dont tu es en train de parler, je pense qu'il était pas naïf, il a fait exprès quand même de pas parler de prix, exprès pour arriver à ce résultat-là et dire maintenant qu'il y a la version finale, bah ouais, bon, bah c'est bon, tu peux me payer. De toute façon, t'as fait le travail de toute façon, donc. Enfin, tu peux m'envoyer le clip, pardon. Ouais, ça c'est quelque chose, effectivement, dans l'entretien client, d'aborder le tarif, j'imagine que c'est quelque chose d'assez important. Mais du coup, on va un petit peu évoluer dans ta carrière, là, c'est que tu as fait plusieurs clips, tu as fait celui-là où ça t'a apporté, j'imagine, une bonne leçon. Et derrière, est-ce que tu as évolué dans ce secteur-là ou t'es parti plutôt dans du corporate, quelque chose de plus classique? Non, non, j'ai continué dans ce secteur-là. Ok, J'ai continué, j'ai fait un clip, puis j'en ai fait un autre, puis ce clip a ouvert d'autres portes, etc. J'ai fait des artistes un peu de plus en plus conséquents, donc je pense que, je sais pas si je peux dire les noms, s'il y en a qui vont connaître, il y a eu des artistes, ça dépend ceux qui connaissent le rap, pardon. Il y a eu pour Capoin, il y a eu pour NASA, pour Youssoupha, il y a eu pour des artistes plus ou moins connus, un artiste s'appelle Chebet, enfin, ah il y ouais, en a qui vont connaître, d'autres qui vont pas connaître. c'est des noms que j'ai déjà entendus, Euh, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et donc j'ai continué comme ça à faire des clips, mais j'avais plusieurs problèmes à cette époque-là. Le premier problème, c'était la récurrence. C'était pas assez récurrent. Je faisais pas assez Ouais, de clips. Pourquoi je faisais pas assez de clips? Parce que j'étais entre deux, disons que j'étais entre deux problématiques. La première problématique, c'était que je voulais faire du travail de qualité. Et pour ouais, faire du travail de qualité, dans le monde du clip, il faut s'investir énormément, faire ce qu'on appelle un mood board, faire un script, vraiment être dans une démarche de réalisation. Donc, il faut passer beaucoup de temps. Mais en même temps, je voulais être payé et vivre des clips. Mais pour être payé et vivre des clips, sachant que les budgets sont très bas, il faut en faire en quantité. ouais, Et donc, qui dit faire du travail en quantité très peu payé, c'est réduire la qualité. Mais si tu veux faire de la qualité, il faut pas faire de la quantité et il faut vraiment taxer dessus. Donc, j'étais dans cette problématique-là. Et donc, ce que je faisais, c'était que je faisais des clips de qualité pour des artistes plus ou moins connus. Et derrière, je faisais des street clips pour des artistes pas du tout connus où je pouvais aller dans la cité, filmer, monter et leur envoyer. ouais. Donc, j'étais un peu dans cette schizophrénie au niveau de ma carrière. Et j'étais un peu dans cette schizophrénie au niveau de la carrière et ça me plaisait de moins en moins. Tu vois, le clip, ça me plaisait de moins en moins. Plus j'avançais dans ce milieu-là, moins ça me plaisait, etc. Et puis même au niveau de tout simplement de ma vie, la manière dont j'évoluais, la manière dont j'avançais, ma foi, etc. C'est des choses qui me plaisaient absolument plus. Et surtout, j'ai eu des histoires les plus rocambolesques dans cet univers-là. Ah Donc ouais? au fur et à mesure, j'ai décidé de totalement mettre de côté ma carrière donc dans le monde du clip, pour
pouvoir réaliser des vidéos différentes. Donc, j'ai commencé à faire de la vidéo de mode. J'ai commencé à faire de la vidéo plus publicitaire, mode. Mais le corporate est venu bien après. Ok, et juste pour un peu parler des clips, c'est-à-dire, tu vivais de la vidéo à ce moment-là ou c'était vraiment difficile? C'était très difficile. C'était très difficile parce que au niveau des clips, pour parler vraiment de manière plus concrète, Oui. il y a des clips. En fait, faut comprendre un peu le milieu du clip. Et là, on parle vraiment du clip de rap. Il n'y a pas d'argent. C'est un premier point que j'ai envie de mettre. S'il y en a qui Ouais. veulent qui nous écoutent, il n'y a pas d'argent. Euh, Certains vont me dire, mais attends, le dernier clip de, je sais pas, de PNL qui coûte tant de... Oui, mais ça, c'est 1% des clips. La majorité des clips, c'est tu n'as pas d'argent et tu dois faire beaucoup avec très peu. Et donc, du coup, le monde des clips, il y a deux manières d'appréhender le monde des clips. La première manière, c'est de faire des clips de qualité. Tu n'es pas du tout payé et tu ne veux pas être payé, mais tout ton revenu que tu te serais touché, tu le mets dans la créativité du clip. Donc, du coup, de manière concrète, si tu as un budget de 3 000 euros, tu te dis, écoute, je ne suis pas payé, prends tes 3 000 euros là et on fait un vrai clip. Ou un budget de 5 000 ou un budget de 10 000, tu mets Hmm. tout dans le clip. L'autre manière de faire, c'est de faire des clips à la chaîne. Donc du coup, tu dis, bah, tu sais quoi, je vais faire des clips à la chaîne, etc. Je vais bourriner à fond. Et dans ce cas-là, tu t'es payé, mais des clips, t'en fais 5, 6, 7 peut-être dans le mois, tu vois. T'en enchaînes, t'en enchaînes, t'en enchaînes. Tu vas à peu près partout, tu fais le montage de manière très rapide, etc. Donc c'est les deux manières de vivre du clip. Enfin, la seule manière de vivre du clip, c'est de faire de la manière dont je te dis, de bourriner. Et l'autre manière, c'est de faire des choses qualité. Mais ces choses de qualité, c'est juste pour accéder à des artistes de plus en plus gros, de plus en plus conséquents, et de rentrer dans le 1% des clips très bien payés. Hmm. Donc à cette époque-là, je vivais pas du tout de la vidéo. Je galérais complètement. Et ouais, je galérais complètement en fait. Parce que moi, je refusais de faire des clips à la chaîne. Et derrière, j'avais pas assez d'expérience pour pouvoir prétendre à rentrer dans le 1% des clips très bien payés. Donc du Ouais. coup, j'étais dans cette schizophrénie-là, à aller dans telle cité pour filmer ce clip-là. Puis après, derrière, je fais tel artiste conséquent, ou plus ou moins conséquent, qui fait 1 million, 2 millions de vues, etc., qui passe à la télé. Mais derrière, sur ce clip-là, je me retire quoi, 500 euros, etc. Donc j'étais un peu dans cette schizophrénie-là qui fait que Ouais. j'avais pas un business qui est vraiment, qui soit vraiment rentable, en fait. Bah, j'avais vu une interview d'un mec, d'un réalisateur de gros clips justement, qui disait que sur des... Ça m'avait étonné d'ailleurs, je me suis dit, waouh, ça gagne pas du tout en fait. Sur des gros clips, des grosses productions, il disait qu'il gagnait par exemple 4 000 euros. Ça, c'est ce qu'il gagnait, qu'il se mettait dans sa poche. Et je me suis dit, mais c'est des projets qui durent des mois des fois, quand je vois des gros clips qu'on peut voir à la télévision ou quoi. PNL par exemple, comme tu citais, je sais que c'est des clips où il y a, ou Mister V là, dont on peut voir, il y a de la 3D, il y a des grosses prods et tout. Quand le mec, j'entends qu'il gagne 4 000 euros, je me dis, ouais, c'est pas énorme, quoi, sur un projet, 4 000 euros. D'ailleurs, on en avait un peu parlé en off, tu me disais que ces gens-là, souvent, qui font des clips, bah, en fait, ils font un clip, mais ils vont faire 4 projets publicitaires à côté, quoi, qui sont bien plus rentables. Et C'est exactement ça, ouais. ouais, effectivement, moi, je te rejoins sur un fait de dire que si jamais... En plus, un clip, en termes de production, même les street clips, comme tu dis, faut avoir quand même pas mal de matériel. Souvent, c'est au moins des lumières, des bons boîtiers de caméra, des bonnes optiques, plusieurs optiques. Par exemple, grand angle, plus des 50 mm, 70 mm, des trucs comme ça. Des lumières RGB dans tous les sens, peut-être un drone et compagnie. Sauf que personne n'a de budget, Exactement. donc ça te demande d'avoir 10 000 euros de matériel pour être payé 250, 300 euros. Ce qui est un peu compliqué, disons. C'est exactement ça. Le monde du clip, c'est un milieu qui est très, très, très exigeant. Ce Ouais. qu'ils veulent, c'est le top avec le moins. Donc, que ce soit les street clips ou que ce soit les clips des artistes, ils sont très exigeants sur ce que tu vas faire, sur ta créativité. Le rendu doit être vraiment parfait. Donc, du coup, moi, j'appelle ça le service militaire. Ouais. Ça m'a formé, je ne vais pas non plus mentir, ça m'a formé au niveau de ma créativité, à pousser ma créativité. Sur un tournage aussi, quand tu es seul, des fois, tu dois diriger toute une cité. Tu vois, tu as 30, Ouais, 40 personnes ça doit autour être de galère, toi. ça. C'est galère, mais ça te forme, tu vois. Tu es là et tu es obligé de dire, OK, les gars, calmez-vous, mets-toi là, mets-toi là, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, sur un tournage, j'arrive vraiment à bien diriger. Quand je fais des tournages avec une équipe, je suis là, OK, on va faire ça, comme ça, comme ça. Je peux pas me faire monter dessus sur un tournage grâce à ma formation militaire dans le monde du clip. Donc,
ce que j'essaye de dire, c'est que je ne veux pas non plus cracher sur le monde du clip et sur l'univers du clip de rap. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des super personnes, des super artistes avec qui j'ai aimé travailler. Juste que ce soit au niveau de ma manière de voir les choses, de ma mentalité et au niveau financier, c'était un univers qui ne collait absolument plus avec ma vision de vie. Et Ouais. comme je te l'ai dit, ouais, en off, très clairement, bah, par exemple, je peux citer des clippers comme. Je vais te citer un gros clipper qui s'appelle Romain Gavras. Je pense que c'est un peu ceux dont je pense que beaucoup connaissent un peu son nom, mais c'est un gros clipper qui a fait des clips pour des gros artistes, même des artistes américains, pour Jay-Z, etc., Kanye West, etc. Lui-même l'a souvent dit en interview, il n'y a pas d'argent. Et quand il fait des clips, c'est juste par plaisir. En fait, c'est par passion, par amour de l'art. C'est par amour de l'art qu'il fait des clips. C'est aussi une vitrine incroyable, le monde des clips, parce que, mine de rien, même je suis en train de retrouver tous mes anciens clips actuellement pour la création d'une chaîne YouTube, pour pouvoir faire une sorte de vidéo, une vidéo témoignage. Et je me rends compte que même des street clips perdus que j'ai fait actuellement ont 600 000 vues sur YouTube. Ce qui est pas mal, je trouve. Ouais. Donc voilà, c'est une vitrine quand même incroyable. Si je totalise le nombre de clips que j'ai fait, le nombre de vues qu'il y a, ça dépasse les millions de vues. Tu vois, donc c'est une vitrine incroyable pour un travail. Et souvent, les clippers l'utilisent pour ça. Donc ils font de la pub à côté, mais ils font un clip qui va leur apporter des millions de vues, qui va faire en sorte que leur nom de réalisateur soit connu. Et derrière, ils vont enchaîner d'autres projets, etc. Mais le fait de faire uniquement des clips, c'est très compliqué. Et des clippers, des personnes qui font uniquement du clip et qui vivent que du clip, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Et les doigts d'une seule main. Ouais, bah tu vois, j'en connais un des doigts de ta main, j'en connais un qui vit ici, mais comme t'as dit, il fait des clips à la chaîne. Les clips ils sont entre 200 et 500 euros, pour les plus gros budgets c'est 500 euros le clip. Et par exemple, ils font des trucs comme ils vont louer une maison et ils vont faire passer, je sais pas, 10 artistes, tu vois. Ils vont tourner 10 clips dans la même journée. Ok, Avec ouais, 10 artistes différents dans cette maison-là. Et du coup, ils rentabilisent les locations, les trucs comme ça. Et en même temps, ils font studio d'enregistrement. Enfin, c'est un peu un package complet, quoi. Et c'est comme ça que cette personne vit des clips, en fait. C'est parce qu'elle est comment dire, l'élément d'une grosse machine beaucoup plus complexe. Mais du coup, je pense qu'on a assez parlé des clips. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Moi, le premier truc que je conseille aux personnes qui veulent se lancer, c'est que les clips, c'est très compliqué à tourner. Il n'y a pas d'argent. Donc, en fait, c'est ok, tu vois, si tu veux faire ça comme tu le dis, hein. Par contre, niveau créativité, c'est génial. Tu vois, un clip, t'es ultra libre de faire ce que tu veux. Clairement, ouais. Par contre, si tu comptes être payé, comme tu disais au début, millionnaire dans un an, le clip, c'est peut-être pas la bonne route. Tu vois. Peut-être faut prendre un peu plus à gauche et prendre une route différente. Mais du coup, on va parler un petit peu de comment t'as trouvé parce qu'après, tu m'as dit que t'as fait du corporate bien après. Et comment, ça m'intéresse de savoir comment t'as fait cette jonction, en fait. Comment t'es passé de la mode, comme tu disais, donc t'as fait clip mode et corporate derrière. Ça a été quoi un petit peu le cheminement, le chemin pour aller jusque-là? Pour te dire un peu ma mentalité à cette époque-là, j'étais un vidéaste, un réalisateur. Parce que je me définis en tant que réalisateur et vidéaste. Ouais. Il y a un peu de différence un peu entre les deux. Je sais que c'est un peu flou des fois, mais dans le sens que je fais des vidéos seul où je m'occupe de tout, mais je fais aussi des vidéos en tant que réalisateur où j'ai une équipe. Donc vraiment, Ouais. je me définis je me définis dans ces deux choses-là. Et donc, j'étais un réalisateur donc très visuel, dans le sens que j'aimais beaucoup le visuel, la créativité, etc. Donc du coup, je mettais cette créativité-là au service des clips, mais au service de vidéos de mode. Vu que dans le monde de la mode, il y a aussi très peu de budget, mais c'est aussi quelque chose qui est très créa. Sauf que, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, c'est cool, ce que tu fais, c'est cool, t'es un artiste, c'est très bien, mais il faut gagner de l'argent. Ouais. Il y a un moment donné, il faut gagner de l'argent. Et je me suis dit, ok, écoute, comment je peux faire pour vivre finalement, réellement, de la vidéo? Comment c'est possible de pouvoir vivre de la vidéo? Et je me suis rendu compte que il y avait un domaine que je ne voulais pas toucher depuis très longtemps, mais alors que ce domaine, c'était le domaine qui pouvait me rapporter le plus, qui était donc le domaine du corporate. Et je vais même aller
plus loin dedans. C'est pas juste le corporate. Donc, c'est pas juste, pour expliquer le corporate, c'est pas juste des vidéos d'interview, des vidéos de présentation de grands groupes, d'entreprises, etc. Mais c'est même la manière dont je devais gérer mon activité et mon business. Et ce qui s'est passé, c'est tout simple. C'était que, au bout d'un moment, j'ai complètement arrêté de manière radicale de faire des clips tout court. Donc des clips de rap, mais des clips d'autres choses, puisque je faisais aussi des clips autre chose que du rap. J'ai complètement arrêté. Et du coup, vu que j'ai complètement arrêté ça, et que derrière, j'avais pas d'autres types de clients, et que les vidéos de mode, c'était des vidéos qui me payaient peut-être 300 €, tu vois, je me suis retrouvé sans clients. Ok. Tu vois, j'avais plus du T'es tout de reparti clients. à zéro, quoi. Je suis complètement... En fait, c'est un portfolio. Encore une fois, je suis dans un domaine où on ne me demande pas mon CV ou mon école. Donc, supprimer mon portfolio, ça revient à supprimer mes diplômes, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, du coup, j'ai complètement supprimé mon portfolio. Je me suis retrouvé sans clients, sachant qu'il y avait des rappeurs qui m'appelaient pour me dire « Tiens, est-ce que tu es chaud pour tourner ceci, cela ?» Je refusais systématiquement toutes ces demandes-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs mois, j'ai travaillé dans un atelier d'usinage de casques audio. Donc, rien à voir avec la vidéo. Tu vois, je faisais des casques audio, etc. C'était vraiment un truc manuel, etc. C'était le temps de me refaire. Et à côté, je cherchais en fait comment je pouvais développer. Je réfléchissais vraiment comment développer un business dans la vidéo. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec une boîte de production, vu que j'envoyais plein de CV avec mes différentes créations dans des entreprises. Je me disais peut-être que je pourrais trouver un CDI dans la vidéo, peut-être que une entreprise pourrait me prendre en tant que salarié. Donc j'envoyais plein de CV. Etc., à droite, à gauche. J'étais refusé systématiquement parce que j'avais pas le bac +2 ou l'école de ceci, de cela, etc. Donc j'étais complètement refusé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une boîte qui m'a fait confiance. Une boîte de... C'était pas vraiment une boîte de production, c'était plus une entreprise de formation digitale. Donc, qui faisait des formations et qui, à côté, voulait faire de la vidéo pour leurs clients. Donc, du coup, ils se faisaient un peu passer pour une boîte... Disons qu'ils ouvraient une boîte de production un peu sur le côté, mais de manière informelle. Tu vois, genre, ils avaient trouvé un nom, un site internet, mais en vrai, c'était juste pour légitimer un peu leur activité auprès de leurs clients et pouvoir facturer un peu plus, en fait. Du coup, ils avaient besoin d'un vidéaste, en fait. Ils avaient besoin de recruter un vidéaste. Et à cette époque-là, j'ai bossé avec eux. En tant que freelance, j'ai bossé avec eux. Et ils étaient à Station F. Donc, Station F, c'est un grand campus qui regroupe plein de startups sur Paris. J'ai bossé avec eux et j'ai énormément appris. J'ai appris au contact d'entrepreneurs. Ça m'a permis d'entrer dans un nouvel univers où j'étais entouré d'entrepreneurs, de mecs qui montent des startups, de mecs qui montent des business. Ça parle de business de droite à gauche. On est en train de manger le déjeuner tous ensemble. Et ça parle de ouvrir telle offre, de ceci, de cela, etc. Donc, j'ai vraiment été baigné autour de moi d'entrepreneurs. Et ça a développé ma vision. J'ai pu développer ma vision. J'ai vu aussi ce que les clients voulaient vraiment. Je me rappelle le premier mois, en termes de facturation, on facture peut-être... je sais pas, 5-6 fois plus que ce que je faisais moi de mon côté sur plusieurs mois, tu vois. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors qu'en termes de... Et ce qui était incroyable, c'est quoi? C'était que les vidéos qu'on montrait aux clients, bah, c'était pas des belles vidéos, en fait. C'était pas des vidéos avec des lumières, des couleurs, des presets. Non, c'était des vidéos fonctionnelles, tu vois. Des vidéos, pas des mauvaises vidéos non plus, mais des vidéos fonctionnelles. Et même d'ailleurs, j'ai eu une anecdote assez marrante à ce sujet. C'était que quand je bossais avec eux, je me rappelle, je bossais avec un de leurs stagiaires, donc Ibrahima, je lui passe un petit salut là à travers ce podcast. Et l'anecdote marrante, c'est quoi? C'est que quand on bossait ensemble, lui s'occupait de tout ce qui était rendez-vous clients, etc., signer les contrats. Moi, je m'occupais de tout ce qui était vidéaste, donc tournage, montage, etc. Et lorsqu'on faisait des rendez-vous ensemble, on faisait des fois des rendez-vous à deux avec le client, je commençais par montrer une de mes réalisations à moi. Donc, du coup, je montrais un truc hyper créa, une pub, mode, etc., avec du slow-mo un peu partout, de l'étalonnage poussé, des vidéos avec qui je m'étais pris la tête, etc. Le client, il était de marbre. Tu vois, le client restait comme ça. Donc, ça, c'est pour ceux qui vont regarder le podcast en vidéo. Ça vaut le coup. Hein. Vraiment, il restait de marbre.
Et juste après, on montrait une vidéo un peu très corporate, très fonctionnelle, soit une petite vidéo interview, soit une vidéo en motion design un peu bâtonnée, etc. Et le client était là, mais c'est génial, c'est incroyable, vas-y, je vous en commande 4 des vidéos comme ça, envoyez-moi le devis, je le signe, et je vous fais le virement quand vous voulez. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et à ce Ouais. moment-là, j'ai commencé à comprendre que quand tu montes un business, ce qui est important, c'est le service que tu fais à ton client. Et c'est pas te servir toi-même. Et moi, ce que je voulais, c'était me servir moi-même. C'était comme un désir égoïste, en fait, au fond de moi. Au fond de moi, je réalisais des vidéos pour moi-même. Donc, je suis pas en train de dire que on peut pas faire des vidéos créa parce qu'il y a eu des clients qui ont vu mes vidéos créa, qui ont beaucoup aimé et qui ont dit ok cool, on part sur ça, etc. Mais il a fallu que je comprenne ce que veut vraiment le client. Et disons que là-bas, j'ai beaucoup appris au niveau de ça. Et j'ai aussi beaucoup appris au niveau du prix. Parce que... Ouais, tu peux rentrer, ouais. Tu peux rentrer, j'ai mon collaborateur qui rentre. Ah. Donc j'ai Bonjour, beaucoup collaborateur. appris... On te passe le bonjour sur le podcast. Et donc j'ai beaucoup appris au niveau du prix aussi, comment fixer son tarif. Parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on faisait des rendez-vous, c'était tout simple. Juste avant le rendez-vous, avec donc Ibrahima, je lui disais, écoute, à ton avis, le client, à combien il va accepter la vidéo? Lui, il me disait un prix, je lui disais un prix, et son prix était toujours supérieur au mien. De au Attends, moins juste, 300, 400 ou 500 euros. Ah d'accord, j'allais te dire, est-ce que tu aurais un exemple en fait pour donner à quel point c'était différent? Exemple concret, ouais. Exemple très concret, on voulait faire une vidéo, une réalisation pour une entreprise, donc c'était une start-up. C'était une start-up. Ah, je me souviens plus exactement. C'était pourquoi exactement. Mais de manière très concrète, il y avait au moins 500 euros de différence. Pour te dire à quel point il y avait au moins 500 Ok. euros de différence. Je disais 900 euros, lui il me disait 1400 euros. Tu vois, si je disais 1500 euros, lui disait 2000 Ouais, euros. d'accord. Et à chaque fois, c'était lui qui avait raison. Et ça, c'est incroyable. À chaque fois, c'est lui qui avait raison. Donc, ça veut dire que, premièrement, j'ai appris à mieux évaluer mon tarif. Et j'ai aussi appris à comprendre ce que veut vraiment un client et comment on monte un business. Donc, c'est de cette manière-là que j'ai pu faire une transition en travaillant avec eux. J'ai travaillé avec eux sur plusieurs mois. J'ai vraiment travaillé avec eux sur plusieurs mois. J'ai pu m'occuper de leurs projets. C'était une sorte de système de sous-traitance, en fait. Donc, je m'occupais de leurs projets, je m'occupais de toutes ces choses-là. J'apprenais énormément. Je rentrais dans un monde que je ne connaissais pas, le monde des startups, le monde des business, etc. Et c'est de cette manière-là que j'ai appris à déléguer le travail, que j'ai appris à monter en compétences, que j'ai appris que le site internet, c'était pas le truc le plus important au monde. En fait, j'ai appris tellement de choses, en fait. De Non cette mais alors manière-là. là tu soulignes quelque chose qui est le fondement même de la philosophie vidéopreneur et même là moi de vidéaste freelance, un truc que je dis en permanence tout le temps, bon qui est mal vu hein, j'imagine par certains vidéastes, c'est de dire que la partie business supplante la partie créative. Ce qui va faire que vous allez avoir un projet, c'est le fait de de comprendre un client ce qu'il veut et pas ce qu'il veut sur le plan technique, mais ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche à faire avec cette vidéo. Par exemple, un client, il peut chercher à obtenir je sais pas, avoir plus de visibilité sur Internet, par exemple. C'est ça qu'il cherche à faire et c'est ça qu'il faut vendre. En fait, la qualité de votre vidéo ou la marque de caméra que vous utilisez, c'est pas quelque chose qui est important. Et là, tu viens de résumer, mais encore une fois, comme tout à l'heure, tu viens de faire un truc, faut que je garde cet extrait, que je le mette. Si je pouvais l'encadrer, je l'encadrerais chez moi, tu vois. Mais, mais franchement, c'est l'esprit vidéopreneur que tu viens de donner là, quoi. T'es d'accord avec cette phrase, déjà, la partie business supplante la partie créative? En fait, ce que tu dis, c'est super intéressant. En fait, la partie business, et je pense que beaucoup de vidéastes ont un problème avec ça, parce qu'ils confondent ces deux parties-là, alors que c'est pas deux parties qui doivent se confronter. En fait, la partie business, elle est là juste pour que tu puisses comprendre le client que tu as en face de toi. Il y a des clients que j'ai encore aujourd'hui, la partie créa est hyper importante. Hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est important pour leur activité. Oui. Tout simplement, en fait. C'est important pour leur activité, c'est important pour qu'ils aient des clients, donc du coup, c'est important pour toi. Et donc, du coup, tu peux t'amuser avec eux à créer un tournage de plus en plus créa, etc. À faire lors de ton montage, à faire des choses hyper intéressantes. Tu peux t'amuser dans ce côté-là. Mais donc, du coup, tout ça, ça part déjà de la partie business, de comprendre ton client.
tu vois. Donc, du coup, ce que tu Effectivement. dis, c'est hyper intéressant. Donc, c'est pas que. Je suis pas en train de dire que devenez vidéaste et faites que des vidéos nulles. C'est pas ça le truc. Le fond du truc, c'est le côté business. En fait, il est important pour toi-même pouvoir ensuite, derrière, pouvoir être Ouais. créatif lorsque tu peux l'être, en fait. Et d'ailleurs, faut être assez polyvalent aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une vidéo d'interview peut-être basique et l'après-midi enchaîner avec un tournage hyper créa, etc. Donc, c'est juste le côté business, il est hyper important pour que tu puisses comprendre la psychologie de ton client, pour que tu puisses comprendre comment ton client fonctionne et comment faire la vidéo importante pour son business. Parce que c'est pas une vidéo pour ton business à toi, en fait, finalement. C'est une vidéo pour son Ouais. business, tu vois. Donc, du coup, si c'est une vidéo qui doit être créa, tu dois le comprendre et faire la meilleure vidéo possible. Je fais des vidéos créa aujourd'hui. J'ai plusieurs montages là que je dois terminer, d'ailleurs, qui sont hyper créa. Mais c'est des vidéos qui ont été travaillées en amont avec le client. Et c'est pas des vidéos passion. C'est des vidéos où je suis payé dessus, tu vois. Donc voilà. Ah mais ok, bah c'est franchement super intéressant. Et du coup, là, on en est où t'es salarié dans une entreprise, enfin salarié, de ce que j'ai compris. Non, j'étais toujours en freelance, hein. Ouais, Je bossais avec eux. C'était plus un système de sous-traitance. ok. Je m'occupais de leurs projets. J'étais libre de prendre des projets à côté. C'était plus comme ça. Ok, bah du coup, bon, t'as quand même pas ta boîte de production comme tu as aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, justement, bah, je voulais un petit peu avancer dans le temps et me dire à quel moment tu t'es dit, ok, vas-y, je me la donne et moi aussi, je vais m'occuper de la partie business. Là où actuellement, dans ce que tu m'as dit, tu t'occupais vraiment que de la partie réalisation vidéo, même si quand même tu faisais les entretiens, tout ça, quoi. Mais à quel moment, du coup, tu t'es lancé, t'as dit, ok, je vais faire ma boîte de Ok, production. ok. Donc du coup, pour remettre un peu sur la timeline un peu, j'ai monté une première activité qui s'appelait Satori Vision avec un de mes meilleurs amis qui n'a jamais marché. On faisait du clip, on faisait de la vidéo de mode, etc. On a beaucoup appris, on a beaucoup expérimenté. Du coup, on s'est séparés. Lui, il a repris ses études en école d'audiovisuel cinéma. Et moi, j'ai commencé donc, j'ai fait quelques petits boulots à l'intérim, etc., comme je t'ai expliqué. Et juste après, donc, j'ai travaillé en collaboration avec une boîte de production. Je suis resté avec eux durant plusieurs mois. Durant plusieurs mois, je suis resté avec eux, j'ai bossé un peu avec eux. Et au bout de 3, 4 ou 5 mois, je sais plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécollé, enfin, fait redécoller mon activité de mon côté, tout en continuant de travailler avec eux. Ok. Le problème, et là, je voudrais parler de quelque chose qui est très important parce que je le vois souvent. Je vois beaucoup de vidéastes qui font ça. Euh, il faut devenir un entrepreneur. Et en fait, le problème, pourquoi j'insiste vraiment sur le terme entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vidéastes qui disent qu'ils vivent de la vidéo, alors qu'en fait, ils sont juste dans un système de sous-traitance avec d'autres entrepreneurs. Et c'est quoi le problème derrière ça? Le problème, c'est quoi? C'est que ils ont juste finalement un seul client. Et ce client-là, c'est une boîte de production ou c'est un autre vidéaste qui leur trouve du travail. Eux ne trouvent pas du travail, eux s'occupent juste de la partie tournage ou montage. Et le problème, c'est quoi? C'est que s'ils perdent cette boîte-là ou ce vidéaste-là, ils vont pas, ils auront pas les compétences pour derrière trouver par eux-mêmes leurs propres clients. Et donc, du coup, ce ne sont pas des entrepreneurs, mais ce sont un peu, en plus, tu as utilisé ce terme-là, ce sont un peu des salariés, en fait. Juridiquement, ce Ouais. ne sont peut-être pas des salariés, mais de manière officieuse, ce sont des salariés d'une entreprise. Et c'est très dangereux lorsque tu deviens le salarié d'une entreprise sans que tu le sois de manière Ouais. juridique, en fait. Ouais, on le voit avec Deliveroo et tous ces trucs-là. Exactement, tu vois, exactement. Et je trouve que dans le monde de la vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment énormément fait. Et c'est très, très dangereux. Et donc, moi, de cette expérience-là, je me suis dit, ok, c'est dangereux. Ok, ce que je fais, c'est cool. C'est eux qui me rapportaient le plus gros de mon chiffre d'affaires à cette époque-là. Mais si je continue de cette manière-là, je suis totalement dépendant d'eux. Et du coup, je n'ai pas un business en fait. Si un jour ils refusent de me payer, d'ailleurs ça arrivait plusieurs fois que, pas qu'ils refusent de me payer, mais plutôt qu'ils me disent, écoute, ce mois-ci, on va juste décaler, des choses tout bêtes, mais on va juste décaler ton paiement que tu devais avoir à la fin du mois, on va le décaler au début du mois prochain. Hmm. Et juste ça, mais c'est destructeur, on ne se rend pas compte, mais c'est destructeur quand tu attends 1 500 € par exemple ou 2 000 € de ton plus gros client et qu'il te dit, je décale ça du 23 au début du mois suivant, toi, tu es complètement cuit, tu vois. Puisque derrière, tu n'as pas forcément d'autres clients ou tu n'as pas des clients qui te payent suffisamment. Donc, du coup, tu es un peu à droite, à gauche en train de dire, mince, comment je vais payer ceci, comment je vais payer cela, tu vois.
Donc du coup, c'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé à monter un véritable business et à travailler sur ça. Et donc ça s'est fait de manière progressive. De manière progressive, je me suis dit, ok, je continue de prendre ces clients-là, mais toutes les vidéos que je peux faire avec eux, je fais en sorte de me trouver d'autres clients. Et donc pour ça, ça passe par plusieurs moyens en fait. Il y a plusieurs moyens à mettre en place pour ça. Le premier moyen la première chose que je me suis rendu compte, c'était que j'étais invisible. J'étais tellement focus sur la sous-traitance de cette boîte-là que derrière moi, j'étais invisible. On ne pouvait pas me trouver sur les réseaux, on ne pouvait pas me trouver n'importe où. Donc je me suis dit, ok, je vais avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que quand je parle de présence sur les réseaux sociaux, je ne parle pas d'être un influenceur et d'avoir 20 000 followers. C'est pas ça que je suis en train de parler. Mais dans le monde de la vidéo, il suffit juste que tu aies une base solide, un bon réseau autour de toi, d'une centaine de personnes pour pouvoir avoir des clients. Il suffit pas d'avoir, t'as pas besoin d'avoir 20 000 ou 30 000 followers pour avoir des clients. Tu peux avoir une bonne base solide, tu partages du contenu de manière régulière, et c'est les gens de ton réseau qui vont te recommander ou qui vont venir vers toi lorsqu'ils auront des besoins en vidéo. Donc c'est une des premières étapes que j'ai fait, c'est sortir un peu de l'anonymat et commencer à me construire une marque personnelle. Me construire une marque en fait, de sorte que mon nom et mon prénom à cette époque-là soient une marque, que lorsqu'on dise voilà Dorian Matima, ça devienne une marque. Donc c'est un peu sur ce travail-là que j'ai fait autour de moi, j'ai vraiment travaillé sur cet aspect-là. J'ai aussi travaillé sur quel type de contrat vidéo je voulais faire. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, j'ai envie de continuer dans cette lignée-là, faire du corporate. Ok, bah je vais continuer. Je me suis intéressé aux plateformes de mise en relation. Donc, on connaît la plateforme, je vais citer la plateforme un peu la plus connue qui est Malte. Je me suis intéressé dessus. Donc, ça, je sais que c'est un sujet épineux, tout ce qui concerne les plateformes. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a beaucoup de choses négatives sur ces plateformes-là. On ne va pas se mentir. De manière honnête, il y a beaucoup de choses négatives. Et je pense que, pareil, il ne faut pas rester dans une structure où tu dépends de cette plateforme-là. Il faut créer quelque chose. Mais ça a été quand même positif pour moi pour pouvoir avoir d'autres nouveaux contrats. Et donc, continuer de construire mon portfolio, continuer de construire une présence, continuer de me construire un portefeuille client. Donc, j'ai utilisé ce tremplin-là pour continuer dans ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi réseauté autour de moi d'autres vidéastes, d'autres réalisateurs. J'ai demandé des conseils autour de moi parce qu'en fait, tout seul, c'est très compliqué aussi. Donc, j'ai demandé des conseils. Vraiment, j'ai fait en sorte de m'entourer. Le fait de s'entourer, c'est super important. C'est peut-être tout bête, mais la première fois qu'un vidéaste m'a dit qu'il a réussi à faire X de chiffre d'affaires, je me suis dit, ok, c'est possible. C'est peut-être tout simple, hein, mais je me suis dit, ok, c'est possible de faire... tu sais quoi, on va parler chiffres. Il m'a dit, ouais, j'ai fait 7 000 € ce mois-ci. Je me suis dit, attends, 7 000 €, c'est possible de faire 7 000 € dans la vidéo? Tu vois, je me rendais pas compte. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, du coup, le fait qu'il m'ait dit ça, quelques mois plus tard, j'ai pu signer un devis à plus de 7 000 €. Tu vois. Donc, du coup, c'est un peu tout ce genre de choses-là qui sont importantes. C'est le contexte, avoir du contexte, l'entourage, le fait de sortir de l'anonymat, c'est des choses qui ont été importantes pour moi, tu vois, aussi pour me construire un business et me former. Je me suis énormément formé dans le business. Je me suis formé avec... et je continue de me former. Hein. Se former, ça ne s'arrête pas à un niveau. On continue toujours de se former. Je me suis formé avec un freelance qui s'appelle Thomas Burbidge. Je pense que certains vont peut-être le connaître, qui a un podcast très connu qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Donc, je me rappelle, j'ai fait une journée de formation avec lui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans mon activité, dans ma manière de faire, etc. Et voilà, je sais pas si je suis un peu parti dans tous les sens. Si non, mais c'est super intéressant. Après, je notais des points ultra intéressants dans ce que tu as dit, qui sont le réseau notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment, pour avoir ton premier client qui ne dépendait pas de l'agence où tu travaillais, en freelance, comment tu as fait pour l'avoir? C'est-à-dire que, après, on reviendra un petit peu sur Malte et ton utilisation, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais comment tu as eu ton premier client qui est venu de manière indépendante, si je peux dire? Donc, j'imagine que c'est par ton réseau, de ce que tu as dit. En fait, là, on parle de corporate. On parle de vidéo corporate. Et comme on parle de vidéo corporate, je vais juste souligner un point. C'est un maître mot, c'est la confiance. Les clients doivent avoir confiance dans les personnes qu'ils appellent. Et dans le milieu du corporate, il y a beaucoup de bouche à oreille.
Et il y a beaucoup de est-ce que c'est une personne digne de confiance ou pas. Tu peux être le plus créa possible, le vidéaste le plus créa possible. Si t'es pas un vidéaste établi enfin, établi plutôt dans le sens si on peut pas avoir confiance en toi, tenir les délais, tenir un budget, être surtout les deadlines. Je pense que c'est un milieu où les deadlines, c'est hyper. Mais vraiment, si tu loupes une deadline, c'est très compliqué parce que eux derrière, ils ont un cahier des charges rempli, etc., etc. C'est pas juste un particulier qui t'appelle, mais c'est une entreprise complète qui t'appelle. Donc c'est des choses hyper importantes. Donc du coup, comment j'ai pu faire donc pour avoir mon premier client, c'est tout simplement grâce à la boîte avec qui je bossais et les contrats que j'ai faits, j'ai pu faire des jolis contrats. J'ai pu faire des contrats avec des entreprises dans le milieu du corporate qui sont plutôt bien référencées. J'ai pu faire des vidéos pour Safran. J'ai pu faire des vidéos qui est une entreprise plutôt connue. J'ai pu faire des vidéos pour Thales, donc qui est aussi une entreprise plutôt connue. Et donc de ce fait-là, je me suis mis sur Malte et j'ai mis mes réalisations à peu près comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un premier client qui m'a contacté dessus. J'ai pu faire une vidéo avec ce client sur Malte, mais très vite, j'ai voulu dériver. Très vite, j'ai voulu fidéliser ce client-là. Et j'ai voulu sortir de cette plateforme-là et aller dans une relation beaucoup plus de fidélisation. Je lui ai proposé des vidéos en plus. Ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment mis en place. Mais c'est lorsque j'ai un client qui vient, je me dis pas juste, je vais lui faire un one-shot. Mais je me dis, je vais lui proposer un accompagnement. Et je vais vraiment me pose toujours avec le client pour lui dire, OK, pour comprendre quel est son besoin, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire. Et c'est ouf, mais en fait, il y a des clients qui viennent et qui me disent, OK, j'ai besoin juste d'une vidéo à 500 €, voilà, etc. On fait un échange pendant 1 heure, et en sortant de cet échange-là, je me retrouve à vendre des vidéos à 3, 4, 5 fois plus cher que 500 € en fait. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, il a besoin de beaucoup plus de vidéos, il a besoin d'une vidéo beaucoup plus complète, ou il a besoin de ceci, de cela, etc. Il me dit, j'ai 2000 € de budget, ok, bah, je lui propose un truc à 10 000 €. Enfin, vraiment, l'accompagnement est vraiment important. Donc, de manière plus concrète, moi, ce que j'ai fait, c'est que la plateforme a été importante pour moi pour me faire ce tremplin-là. Et en dehors de la plateforme, ce qui a été important pour moi, c'est mon réseau de proximité. Mon réseau de proximité. En balançant du contenu, en balançant énormément de contenu, j'ai pu attirer des personnes clés de mon réseau de proximité. J'ai pu aussi fidéliser, retravailler avec des clients que j'avais eus par le passé. J'ai pu vraiment, disons que c'est ces 3 choses-là qui ont été importantes pour moi. Et maintenant, ce que je pourrais dire aussi, c'est la place de LinkedIn. LinkedIn, qui est très, très, très importante et qui a été très importante pour moi pour trouver de nouveaux clients. C'est tout simple. C'est qu'avec les contrats que j'ai pu faire, j'ai démarché donc des clients. J'ai démarché des clients sur LinkedIn, sur tout ce type de réseau-là, pour pouvoir ensuite faire des vidéos plus professionnelles avec eux. Mais pour démarcher un client, il y a des manières aussi. On ne démarche pas non plus comme ça un client. Ce n'est pas juste on envoie des mails. J'ai démarché des clients en leur proposant quelque chose, en leur proposant une offre et pas juste démarcher en disant tiens, regardez ma belle vidéo que j'ai faite, etc. Ouais, mais il y a un truc que j'aime bien dire dans la prospection, c'est le ratio entre je et vous. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit être que du vous quasiment. Presque pas de jeu. Bon, des fois c'est obligatoire et à un moment donné, il faut bien se présenter, mais le vous est très important et c'est plutôt de dire voilà, je vous contacte car j'ai vu que vous avez fait ça et je pense que c'est pertinent de faire ça parce que nanana, d'avoir une logique comme ça. Et là je suis justement je parle avec une grosse boîte, tu vois, genre une boîte qui fait plusieurs millions d'euros de CA pour gérer l'entièreté de leur communication audiovisuelle. Donc autant te dire que c'est un contrat, tu vois, qui chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois. Bah, c'est cool. Et comment par mail, hein, c'est basique, hein, il n'y a rien de fou. Mais là, petit tips là, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, là, j'ai décroché un petit contrat, bon, c'est pas un truc de fou, mais vous allez voir comment je l'ai fait, très facile à faire. Hein. Il y a un ancien client qui a mis la vidéo que j'avais réalisée pour lui sur LinkedIn. Donc il y a plein de gens qui like, qui mettent des commentaires et tout. Et moi j'ai contacté toutes les personnes qui ont mis des commentaires. Je les ai ajoutés sur LinkedIn en disant juste « Ouais, salut, je suis le vidéaste qui a réalisé la vidéo, tout ça. » Premier message. Deuxième message, question ouverte. « Ah, j'aurais bien aimé... ouais, j'ai vu que vous étiez... nanana. » Encore une fois, vous. Et je trouvais ça pertinent de vous proposer un petit échange pour connaître vos besoins en vidéo photo. Donc il y en a plein qui vont vous dire « Ouais, non, j'ai pas besoin, nanana. »
Mais il y en a un qui a dit ouais, ça pourrait m'intéresser, tout ça, je connais pas trop les tarifs, je sais pas trop comment ça se passe, bah, va pour un échange, quoi. Et du coup, bah là, justement, je suis à ce stade-là, et c'est juste en recontactant des gens sur LinkedIn, quoi. Donc pour répondre à ce que tu disais un petit peu, ajouter cet élément-là sur l'importance de LinkedIn, il y a des petites actions comme ça qui vous font avoir un client, donc c'est sûr que là, je vais pas négocier un contrat de malade mental, hein, mais déjà, ça met un pied dans la porte, disons, et peut-être plus tard pour une collaboration un peu plus conséquente, quoi. Pourquoi pas? En fait, sur ce que tu dis, c'est très fort parce que on se rend pas compte de la puissance d'un réseau social, bien sûr, donc de LinkedIn en l'occurrence, mais même sur un post qui peut, et je suis sûr que la vidéo, les gens que tu as contactés, c'est pas une vidéo qui a fait, c'est pas une vidéo qui a fait 1000 likes ou Ah 2000 non, likes, tu je vois. crois qu'elle a fait 43 likes, je crois. Et ben, c'est ça qui est fort en fait, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce réseau. Et d'ailleurs, quand j'accompagne les vidéastes, il y a certains vidéastes que je jette carrément dans l'abattoir de dire mais lance-toi dessus, fais ceci, cela, et Ouais. ils ont des résultats incroyables. C'est parce que de 30 de vidéos, des fois que tu postes, qui ont 30 likes, sur les 30 likes, tu peux derrière avoir des contrats qui vont te rapporter plusieurs milliers d'euros. Ouais. Alors qu'il y a d'autres réseaux, par exemple, comme, je sais pas, TikTok ou Instagram, où des fois tu peux faire des centaines et des centaines de likes, 0 €. Tu vois, ça te rapporte 0 €, 0 client. Donc, bien entendu, c'est pas une science exacte. Il y a des personnes qui marchent très bien sur Instagram, qui vont pas marcher sur LinkedIn, etc., etc. Mais je trouve ça quand même très important de préciser encore une fois que la mentalité de l'entrepreneur, c'est pas la mentalité de la célébrité. Mm. C'est la mentalité de construire quelque chose de concret, de solide. C'est pas de rechercher des followers, c'est de rechercher des clients. Et c'est complètement différent. Aujourd'hui, pour être un vidéaste, pour vivre de son activité, t'as pas besoin d'avoir 100 clients. Tu vois. Donc ça dépend, après ça dépend, t'es dans quel domaine, etc. Mais sinon, de manière générale, t'as pas besoin d'avoir 100 clients. Tu vois. Si t'as 2, 3 clients qui vont te payer suffisamment bien, t'es refait. Tu vois, t'es pas obligé de monter dans des trucs. Et c'est pour ça ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce type-là, il est super. Mais en fait, la puissance de ce type, c'est tout simple. Mais moi, je le résume. Ah non, ça je le garde pour après, ça. Ah, J'ai des conseils qui me brûlent la gorge. ah ouais, ouais, bien sûr. Oui, garde-le, parce qu'après, il y a des questions justement en fin de podcast, et c'est là où il va répondre. Garde ça en tête. Mais effectivement, il y a un truc qui est. franchement, ouais. Il y a un Franchement, truc ouais, même la dans tout ce que puissance tu de dis. LinkedIn, ouais. Ah, Mm. pardon. C'est Non, je disais juste la puissance de LinkedIn, elle est forte. Elle est forte, Les- elle est forte, elle est Ouais. forte. Et on le voit dans notre activité. Même mon collaborateur, il est là. On peut en témoigner. LinkedIn, c'est très, très puissant. Mais tu vois, il y a un truc dans tout ce que tu dis, même quand tu disais, ouais, je suis allé sur Malte, j'ai mis ces vidéos, puis j'ai contacté les trucs. En fait, et c'est ce qu'on dit régulièrement avec Antoine sur ce podcast, c'est qu'en fait, il faut être dans l'action. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es dans l'action, tu es un entrepreneur et tu raisonnes comme un entrepreneur. Parce que tu vois, là, les personnes, quand je les ai contactées, j'ai même pas parlé de ma vidéo, de caméra, de qualité d'image, de matériel en tout genre. Je demande, eux, c'est quoi leurs besoins, tu vois. Et imaginons qu'ils me disent, bah écoute, moi, j'ai un problème de visibilité sur Internet, je sais pas quoi, bah écoute, ok, on peut en discuter, quoi. Quels sont tes problèmes, pourquoi tu penses les avoir? Et tu remarques que moi, dans mes entretiens clients, je creuse toujours sur un besoin qui n'est absolument pas lié à la vidéo, quoi. Je vais le résoudre au moyen de vidéos, donc ou de solutions vidéo, il peut y en avoir plusieurs, mais jamais je parlerai de qualité vidéo de 25 images par seconde, 30 images par seconde, slow motion, 4K. Ça vient après, une fois qu'on a déjà signé le contrat et qu'il me dit ah, comment ça marche. Bah écoute, là tu vois, le bouton, c'est pour mettre soit en 4K, soit en Full HD, tu vois. Donc voilà. Et je voulais creuser avec toi. Par rapport à Malte, du coup, juste pour préciser, c'est en fait, tu as mis ces vidéos-là de Safran et de Thales, c'est ça, sur ton profil Malte, tu as fait ton profil et tu as eu directement un contact. Ouais, en fait, déjà juste avant, je voudrais te préciser sur ce que tu viens de dire. J'ai un Ah truc oui. un peu intéressant, c'est que j'ai eu un seul, dans tout, depuis je sais pas combien d'années, j'ai eu un seul client qui est venu pour me demander si ma caméra, si je filmais en 4K ou pas. Donc un seul client dans le corporate qui m'a demandé ça. Et Attends, cette depuis combien personne, d'années? depuis, je sais pas, plusieurs années, plus de 3 ans. Et cette personne-là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que cette personne-là, aujourd'hui, cette seule personne qui m'a demandé ça, aujourd'hui, est réalisateur. Ah.
Donc du coup, c'est pour te montrer un peu l'état d'esprit de cette personne, que c'était vraiment une seule personne sur 10 000 personnes qui peut demander ça. Donc c'est très intéressant. Et pour rebondir à ce que tu disais sur Malte, euh, l'état d'esprit, et je partage totalement ça. D'ailleurs, je salue Antoine, ton associé sur ce podcast-là, je le salue. Le fait de prendre des actions, c'est hyper important, et c'est pareil sur Malte. Malte, souvent, l'erreur que font les vidéastes sur Malte, c'est de se dire, je vais mettre mon portfolio, et puis je vais attendre. Et je vais voir si on va me contacter ou pas. Mais en fait, faut toujours prendre un entrepreneur, il prend des actions, peu importe le système dans lequel il évolue. Il n'y a pas un meilleur système qu'un autre. Je veux dire, je regardais le podcast d'une Américaine qui a fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires sur Fiverr. Donc, le truc, mais on dit, mais Ouais. comment elle a fait? Et en fait, à chaque fois, c'est ça. Quand j'ai vu son parcours, elle a pris des actions de manière concrète. Elle a mis en place des stratégies pour pouvoir faire ça. Donc, que ce soit Malte. Moi ma philosophie, c'est que ce soit Malte, LinkedIn, Instagram, Facebook, peu importe ce que tu vas utiliser, même si tu n'utilises pas de réseaux sociaux, tant que tu as une stratégie et que tu mets en place des actions, tu peux réussir. Et tu peux récolter des clients. Donc, moi, sur Malte, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon profil sur Malte, mon tarif, etc., etc. Je suis pas très fan du fait de lister son tarif de manière, voilà, mais bon, j'ai fait ça, etc. Boum. À l'époque, je me rappelle, j'avais mis 390 euros au jour, je crois. C'était ça mon tarif. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui, ceux qui trouvent mon profil sur Malte aussi entre 300 euros au jour et 390 euros au jour, parce que je suis en train de faire un test actuellement. Mon vrai tarif Ok. est plus haut que ça. Mais je suis en train de faire un test actuellement pour ceux qui me suivent sur Instagram comprendront ce test-là. Ok. Donc je ferme la parenthèse. Et donc je me suis mis sur Malte. Mais ce que j'ai fait, c'est tout simple. C'est que il y a des entreprises qui m'ont contacté directement. Donc dès que j'ai mis mon profil, il y a des entreprises qui m'ont contacté. Pourquoi elles m'ont contacté? Parce que j'avais déjà d'expérience aussi. On va pas se mentir. J'avais plusieurs années de vidéos derrière moi. J'avais des clients, j'avais un truc intéressant. Le prix n'était pas trop élevé, il n'était pas non plus trop bas. Donc du coup, c'était intéressant pour les entreprises de me contacter. Dès qu'une entreprise m'a contacté, premier truc, je réponds dans la minute, dans la seconde même. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise me contacte, lorsque je vois le message, dans la seconde, je réponds. Parce que Malte, c'est la guerre. Tu peux pas te permettre de répondre 5 heures après, 6 heures plus tard. Dès que je réponds, l'autre chose que j'ai fait, c'est j'ai toujours demandé, d'ailleurs même, je me rappelle de cette entreprise qui m'a contacté, et le responsable communication avait mis son numéro dans le message. J'ai pas répondu au message, je l'ai appelé directement. Ok. Toujours être plus proche de la personne, et le truc que je dis, c'est faut toujours créer de l'humain directement. Faut pas juste être un message qu'on envoie. Ouais. On n'est pas, on n'est pas des fast-food sur Uber Eats, en fait. Tu vois, on est des vidéastes, des êtres humains. Donc, du coup, directement, d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais toujours aujourd'hui. Toujours, j'appelle les clients. Mon but, c'est de créer de l'humain directement. J'envoie des audios, j'appelle les clients. Mais le truc de parler en mail sur 5 à 10 mails, juste comme ça, c'est pas du tout mon... En tout cas, c'est pas du tout mon délire, parce que, aussi, j'ai creusé dans mes compétences, et je sais que j'ai une compétence sur le fait de créer du lien avec les personnes, de m'exprimer, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Les premières entreprises qui m'ont contacté, il y en a eu 2. Directement, j'ai demandé un numéro de téléphone. On a discuté ensemble. J'ai demandé à ce qu'on se voit. Et donc, du coup, j'ai tout fait pour comprendre quel était leur problème. Tandis que les autres vidéastes sur Malte, de manière générale, leur but, c'est OK, qu'est-ce que vous voulez? OK, vous voulez une vidéo comme ça? OK, bah, je vous envoie le devis. Donc, du coup, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font derrière? Elles Ouais. regardent 3 ou 4 devis, elles prennent le moins cher. Mais sauf que là, moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis démarqué en étant le plus au contact du client, en essayant de comprendre quelle était la problématique du client, et pas en essayant de leur vendre le truc le plus cher ou le moins cher, mais tout simplement en essayant de mettre le prix juste. Et au final, quand tu mets le prix juste, les personnes te prennent, tu vois. Ah ouais, mais bien sûr. Donc voilà comment j'ai procédé sur Malte. Donc Malte, aujourd'hui, c'est pas quelque chose ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé Malte pour mon business. Et je suis très content de ça, tu vois, je vais pas te mentir. Mais à mes débuts, Malte, je vais pas non plus cracher dans la soupe, ça m'a quand même bien servi. Et juste, dernière question sur ça,
Quel est ton process aujourd'hui commercial pour avoir des clients? C'est que du réseau ou tu as quand même un système de prospection, quelque chose comme ça? Est-ce que je dévoile mon secret? Oh, comme tu veux, moi, c'est la question qui m'est venue quand je t'entendais parler. Je pense que ça peut Non, être intéressant. non, non, en vrai, non, non, je suis totalement transparent. En fait, ce que je fais actuellement, il y a plusieurs choses que je mets en place et que je continue de mettre en place au fur et à mesure. Comme je dis à chaque fois, je suis toujours dans l'évolution, toujours dans le fait de me former, d'aller toujours plus loin, etc. C'est pas terminé pour moi, il n'y a pas de finalité. Il faut toujours s'améliorer. Et surtout que vidéaste, c'est un métier où tu dois toujours être à l'affût des nouvelles choses, Mm. des nouvelles manières de faire, sinon tu es mort, tu vois. Mais mon process commercial aujourd'hui pour trouver des clients, pour avoir des clients, je vais le mettre en plusieurs étapes. Première chose, c'est la fidélisation. Le fait de fidéliser des clients, pour moi, c'est très important. Lorsque tu as une personne qui t'a fait confiance, qui t'a Ouais. envoyé ne serait-ce qu'un peu d'argent, cette personne peut te renvoyer encore. Tu vois, donc ce côté fidélisation, il est super important. C'est pas juste one shot et ok, c'est parti. Non, on a fait un projet ensemble et du coup, je reste toujours en contact de ces clients-là pour voir quelle est leur problématique. Et c'est ça la clé. Lorsque tu connais la problématique de tes clients, tu vas leur proposer des vidéos qui vont vraiment les aider dans leur activité. Et donc, du coup, j'ai vraiment ce côté-là de fidéliser. Et donc, du coup, là, ce week-end, j'ai tourné avec un client avec qui j'avais déjà fait plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, je vais lui reproposer un autre shoot qu'on va aussi faire ce mois-ci. Donc, il y a vraiment cet aspect-là donc, de fidélisation. L'autre chose aussi que je mets en place, c'est tout simplement de la création de contenu. Le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très puissant. Et sur LinkedIn, moi, j'utilise la vidéo pour ma propre activité. Utiliser la vidéo pour sa propre activité, on ne se rend pas compte de la puissance d'utiliser de la vidéo pour nous-mêmes. Souvent, on se rend compte que les vidéastes, on a pour 5 000, 10 000 ou 15 000 euros de matériel. On a des compétences incroyables. On sait utiliser Final Cut, euh, Premiere Pro, on sait utiliser les dernières caméras à la mode, des optiques, des lumières, etc. On peut les utiliser pour nous-mêmes, en fait. Ouais. Quitte à Tout faire du simplement. travail gratuit. Ouais, voilà, quitte à faire le travail gratuit, autant le faire pour nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la puissance de ça, elle est incroyable. Parce que le fait, par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo promotionnelle pour ma boîte de production. J'ai posté ça sur LinkedIn. J'ai eu quoi 50-60 likes, ce qui n'est pas énorme, mais j'ai eu des propositions de partenariats commerciaux très intéressants avec des entreprises. J'ai eu des propositions de devis qui se chiffrent à plusieurs. Je l'ai envoyé à combien? À plus de 10 000 euros, cette proposition-là. J'ai eu des contrats, j'ai eu des choses vraiment qui ont été mises en place à partir de cette vidéo-là, de cette vidéo de communication. Donc, du coup, c'est vraiment un levier qui est très puissant que j'utilise et que je vais encore plus utiliser à l'avenir. C'est vraiment créer de la vidéo pour moi-même, créer de la vidéo pour nous-mêmes, pour notre activité, pour notre boîte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je mets en place en termes de process. Actuellement, j'ai beaucoup démarché à une époque. J'ai beaucoup prospecté, j'ai beaucoup démarché. C'est quelque chose que je ne fais pas actuellement. Je ne démarche pas actuellement d'entreprise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas démarcher. Je dis juste que ça dépend de ton activité, de ton business, de la manière dont tu fais. Il y a peut-être une période où je vais démarcher, où je vais reprendre la prospection, mais pas actuellement. Actuellement, je suis vraiment dans cette démarche-là de construire un branding fort, de construire une image de marque forte. Et même, on dit souvent, j'entends beaucoup de vidéastes dire, moi je fonctionne au bouche à oreille. C'est du bouche à oreille, tranquillement. Non, Mm. c'est tout, c'est du bouche à oreille. Mais même ça, c'est une stratégie. Le bouche à oreille, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place de manière intéressante. Il faut relancer les personnes de ton entourage, il faut relancer les personnes avec qui tu as déjà bossé, faut rester à l'affût, il faut montrer ton travail, y a plein de choses intéressantes à faire. Donc actuellement, mon process commercial, c'est comme ça, la fidélisation, la création de contenu et aussi montrer mon expertise. Donc, on va pas se mentir, je pense que tu as un podcast aussi, mais le fait d'avoir un podcast, le fait d'avoir un peu ce côté d'avoir un podcast, de créer du contenu que je fais à travers mon podcast, donc un café avec un vidéaste, ça me permet aujourd'hui aussi de légitimer mes accompagnements que je fais à mes clients dans le domaine de la prestation vidéo.
lorsque je leur dis que je peux les conseiller sur toute la stratégie, ils l'acceptent plus facilement parce qu'ils savent que j'ai déjà cette attitude de conseiller à travers mon podcast. Ouais. Ah ouais, à titre personnel, vidéaste freelance, moi j'ai à peu près, je crois que j'ai 4600 abonnés actuellement, quelque chose comme ça. Moi, enfin, dès que on parle de stratégie de contenu, quoi, donc, du coup, parce que moi j'ai une prestation des fois où je fais un peu de SEO sur YouTube pour des entreprises, donc je leur crée leur chaîne YouTube, je leur fais tous les recherches de vidéos, enfin tous ces trucs-là. Et ça c'est des bonnes prestations, parce que moi ça me demande quasiment pas de temps de travail. Mais à côté, ça chiffre bien, donc c'est cool. Mais dès que je leur parle de vidéo freelance, je dis, bah, moi j'ai une chaîne, en fait, j'utilise la même technique. Et regardez, j'ai 4600 abonnés aujourd'hui, regardez, commentaires, communauté. Mais enfin, direct, ça fait la vente, quoi. Tout seul, hein, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Donc, effectivement, peut-être que créer du contenu pour vous, c'est intéressant, mais ça pourrait limite faire l'objet d'un autre podcast où tu viendrais pour expliquer quel type de vidéo tu fais, comment tu le fais, pourquoi c'est important, tu vois. Non, en tout cas, cet échange, il était vraiment super intéressant. Tu as vraiment un parcours qui est super, tu as une mentalité entrepreneur que moi j'essaye mais même toi dans ton podcast, hein, que tu essaies de mettre en avant et que j'essaie aussi de mettre en avant. Et je pense que pour réussir dans la vidéo, tu as vraiment la meilleure des mentalités. Et ça s'est bien ressenti dans ce podcast. Donc, c'est cool, merci beaucoup. Bah, pas de problème, hein, de rien, je suis honnête. Hein, quand il y a un truc bien, je le dis. Hein. Bah écoute, il y a 3 questions qu'on pose à chacun des invités du podcast. La première, c'est, selon toi, quel matériel faut-il avoir au minimum pour se lancer professionnellement dans la vidéo ? Selon moi, de manière très simple, tu as une caméra qui filme en 4K, tu as une optique basique, allez, un 35 mm par exemple. C'est bon. Ok. Voilà. Donc, non, mais vraiment sur le côté, sur le niveau du matériel, j'ai déjà vendu des prestations à plusieurs milliers avec un GH4. Donc pour te dire que je suis pas du tout le vidéaste qui va te dire de ramener un matos de fou, etc. Surtout que des fois je fais des prestations où le matériel, c'est le client qui va le louer. Donc du coup, non, tu peux te lancer. Allez, ouais, une caméra qui fait de la 4K aujourd'hui, je pense que c'est quand même cool. Une optique pas trop mal aussi. T'as un trépied, t'as un stabilisateur, un petit Ronin par exemple, qui coûte 350 €. C'est amplement suffisant. Et ton matériel, tu le rajoutes après au fur et à mesure, tu vois. Donc, ouais. Non, mais écoute, c'est la réponse que j'attendais. Moi, il y a une philosophie que je défends qui est que tu peux pas investir ce que t'as pas gagné. Donc au début, effectivement, t'es quand même obligé d'avoir un minimum de matériel parce que tu peux pas te pointer avec ton téléphone sur une prestation, ne serait-ce que Bien sûr. Bon, pour le client, même si dans les faits, moi je pense que tu pourrais utiliser ton téléphone pour faire ta prestation et ça irait complètement, tu vois, mais bon, vis-à-vis du client et tout. On me l'a déjà proposé. Ah ouais ? On me l'a déjà proposé pour une grosse prestation avec une actrice en plus que je connais bien. Je ne vais pas citer les prénoms, etc. Mais pour le coup, une grosse prestation, on m'a déjà dit, est-ce que tu penses que c'est possible de la faire avec le dernier iPhone ? Tu vois, est-ce que c'est possible de mettre ça en avant ? Donc c'est pour dire que ouais, tout est possible à un certain niveau. Maintenant, oui, même en tant que vidéaste, je ne vais pas non plus mentir, le kiff, c'est pas non plus de faire des vidéos avec un iPhone. Mais non, c'est clair, c'est clair. Et même, il y a des défauts d'image ou quoi qui sont un petit peu, enfin, en tout cas, quand t'es un vidéaste, qui peuvent être un peu chiantes à voir. Mais là, on parle de débuter, donc pourquoi pas. Après, c'est clair qu'un minimum, mais là, t'as raison. Hein, moi, je pense que pour 1500 € de matériel, tu te lances, t'es le roi du monde et tu peux déjà rentrer dans la cour des grands, si on peut dire, et négocier des bons contrats. Parce que l'important, c'est pas, comme on l'a dit un peu tout au long de ce podcast, le matériel, c'est qu'est-ce que tu proposes au client, quelle solution t'apportes à son problème. Si tu comprends ça, c'est bon, tu peux avoir tant que le matériel suffit à résoudre ce problème. Donc après, ça dépend automatiquement du client, du type de prestation. Hein. Si tu fais des clips, t'as pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait du mariage, qui a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait du corporate, tu vois. Mais ça, c'est vrai. Ouais. J'ai bien aimé ta réponse, qui est pour moi exactement ce qu'il fallait répondre. T'as réussi le test. Deuxième question, je pense que c'est celle-là que tu attendais. Si tu avais un seul conseil aux vidéastes qui nous écoutent et qui aimeraient du coup se lancer d'un point de vue pro, ce serait lequel ? Ouais, je tiens à dire quand même que cette question, elle est bien difficile. Donc, Guillaume, t'es très... C'est Antoine qui l'a trouvé, celle-ci. Ah, c'est Antoine qui l'a trouvé. Ouais, bah, Antoine, franchement, parce que très compliqué, parce que j'ai envie d'en balancer en fait 100 des conseils.
Le meilleur, vraiment, je me lance, je veux réussir je veux vivre de la vidéo dans 3 mois. C'est quoi le conseil que tu me dirais de faire? Le truc qui va vraiment me réussir à passer de l'étape je gagne rien à je vis correctement, quoi. Tu t'achètes une caméra RED. Non, je rigole. Non, en vrai, vraiment, et d'ailleurs ça a été dit, mais ce conseil-là, il est tellement important, le fait de prendre des actions concrètes. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met des actions. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a une idée. C'est pas quelqu'un qui a une idée, un entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui va venir et qui va dire j'ai une idée de. Tout le monde a des idées. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui rend cette idée concrète. C'est ça un entrepreneur. Et donc du coup, de manière très concrète, très claire, très limpide, de prendre des actions. Si quelqu'un veut devenir, par exemple, il arrive, il dit j'ai envie de vivre de la vidéo dans tant de temps, prends des actions. Tu prends ta caméra, tu prospectes à mort, tu fais plein de trucs, tu te formes. Tu te formes chez Guillaume, tu te formes chez Intel, tu te formes de manière concrète, claire et nette, et tu fais des actions. Quand je fais des accompagnements avec des vidéastes, et ce que je leur dis concrètement, c'est pendant 1 heure, on fait une session, mais à la fin de la session, tu fais des choses concrètes. C'est pas juste t'es là à m'écouter. Le plus important, c'est pas d'écouter, c'est de mettre en pratique. Donc pour moi, clairement, le meilleur conseil, c'est prendre des actions. Après, bien sûr, on peut prendre des actions. Par exemple, tu peux prendre des actions dans le milieu du clip et ne pas gagner ta vie. Donc il y a aussi une réflexion à avoir derrière, bien entendu. Mais si on doit limiter qu'un seul conseil, pour moi, clairement, ce serait celui-là. Ouais, bon après, si t'en as d'autres, vas-y. Hein. Ouais, non, j'en ai plein, ouais, mais il y a celui de prendre des actions, celui d'avoir une réflexion. Maintenant, après aussi, il y en a énormément en fait pour pouvoir vivre de la vidéo. Il y en a énormément. On peut parler pendant des heures. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des podcasts sur le sujet. Il y a aussi au niveau des finances, il y a aussi une certaine mentalité à avoir au niveau des finances. De comprendre. Laquelle tu pourrais partager par exemple, la plus importante? La plus importante au niveau des finances. La plus importante au niveau des finances. Tiens, si j'ai un petit conseil à donner que je vois, c'est je parle vraiment pour ceux qui débutent dans la vidéo. Entre rester chez toi à ne rien faire et aller faire une vidéo pour 300-400 euros, mieux vaut aller faire la vidéo lorsque tu débutes. C'est quelque chose qui est hyper important parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que, encore une fois, quand tu prends des actions, c'est quoi? C'est aussi faire des tournages, c'est aussi prendre de l'expérience, prendre du réseau, mais aussi être toujours actif en fait, en train de faire des choses, tu vois. Donc vraiment cet aspect-là, il est vraiment hyper important de faire des choses. Mais un autre conseil que je pourrais dire aussi, que j'ai eu en tête là, c'est le contexte. Le contexte, il est hyper important. Quand tu es un entrepreneur, quand tu es un vidéaste, c'est tout simplement le fait de t'entourer. Le fait de t'entourer de personnes qui réussissent ou qui font des choses que tu aimerais faire. Parce que ça devient quelque chose qui est possible dans ton esprit, dans ta tête en fait. J'ai des vidéastes des fois qui me disent « Ouais, je suis vidéaste, je galère, comme tous les vidéastes. » Ouais. Là, je dis, mais comment ça, comme tous les vidéastes? Comment ça, tous les vidéastes galèrent? Non, tous les vidéastes ne galèrent pas. C'est pas parce que dans ton entourage, tu as 1 ou 2 vidéastes qui galèrent que tous les vidéastes galèrent. Donc, le simple fait de croire que tous les vidéastes galèrent fait que cette personne n'essaye même pas de s'élever à un certain niveau dans son activité parce qu'elle dit c'est normal. La personne va se dire, j'ai pas de clients depuis 2 mois, c'est normal, c'est comme ça, je suis vidéaste. Non, c'est pas normal en fait, tu vois. Donc, l'autre conseil que je pourrais dire, c'est franchement, entourez-vous. N'hésitez pas à envoyer des messages à des personnes, par exemple comme Guillaume, comme moi, comme d'autres vidéastes. Envoyez-leur des messages, discutez, etc. Mais le simple fait de se dire, par exemple, moi, ça a été incroyable pour moi de me dire, attends, cette personne vit de la vidéo, cette personne se fait 7 000 € de la vidéo, cette personne a fait ne serait-ce que 2 000, 3 000 €. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi aussi, je peux le faire. Donc du coup, c'est vraiment cet aspect-là qui est important pour moi. Donc un autre conseil que je pourrais dire, le contexte, il est hyper important. Entoure-toi, forme-toi aussi. Forme-toi énormément. Se former, c'est important. Je ne parle pas d'école, mais bien entendu, se former, que ce soit en écoutant des podcasts, des chaînes YouTube, dans le concret, dans le réel. Mais ne pas hésiter à investir aussi dans les formations. C'est quelque chose qui est très important. On investit des milliers d'euros dans des caméras, dans des choses, dans des ceci. Mais dès lors qu'on veut investir dans des formations qui peuvent coûter 200, 300, 400 € ou peut-être un peu plus, ou des accompagnements, des choses, des coachings, là on commence à se dire attends, non, doucement, je vais pas aller trop vite. Ça n'a pas de sens en fait.
Non, bah c'est vrai là ce que tu dis. Déjà, juste pour rebondir sur le fait de s'entourer, ça c'est un biais psychologique, c'est scientifique ce que tu dis, de dire qu'on estime la probabilité d'une chose au nombre de fois où on l'a vue. Par exemple, si je te pose la question comme ça, est-ce que tu as plus de probabilité de mourir mangé par un requin ou écrasé par un distributeur automatique? Logiquement, tu vas te dire, bah, mangé par un requin. Sauf que statistiquement, non. Genre, les distributeurs automatiques, ça tue un nombre énorme de personnes par an. Mais je sais plus le chiffre, mais c'est un truc assez grand. Or que les requins, c'est tout petit. Mais comme les gens, ils ont vu les dents de la mer, pour eux, être mangé par un requin, c'est plus probable que ça. Et c'est un petit peu avec ce que tu veux dire avec les vidéastes, bah, tu vois que tu disais, là, 7 000 € par exemple. C'est vrai que dans notre entourage, par exemple, moi, quand je vois ma famille, bon, ma mère, elle est fonctionnaire, bah, mon père aussi d'ailleurs, les deux sont fonctionnaires. Voilà, 7 000 € dans le mois, c'est un truc que tu vois pas, quoi. Et eux, quand C'est pas possible. tu leur parles de ça, ils te disent, mais non, c'est pas possible. Tu sais, pour eux, c'est pas possible, parce que dans leur entourage, ça n'existe pas. Ils l'ont jamais vu, alors que quand, comme tu le disais, tu commences à fréquenter des entreprises ou quoi, tu vois, pour moi, je parlais tout à l'heure de cette boîte avec qui je compte peut-être m'engager, tu vois, ils sont prêts à engager plusieurs dizaines de milliers d'euros avec moi, tu vois. Pour eux, c'est logique, c'est une décision logique, il y a un bon retour sur investissement pour eux. Ça paraît logique, et ça, c'est des boîtes qui génèrent des millions et des millions, tu vois. Donc quand tu commences à fréquenter des gars comme ça, bon, ça paraît logique de parler de gros chiffres. Tu sais, ça devient un peu plus logique, quoi, ça devient normal. Parce que c'est ton entourage, ton quotidien, tu vois. Clairement. Donc voilà. Clairement. J'ai des personnes dans mon entourage, des potes, qui. Il y en a un particulièrement, je pense à lui, qui se fait des. Bon, il n'est pas vidéaste. Il Ouais, fait du business en ligne, etc. Mais il peut se retirer des 80 000 € bon, de chiffre d'affaires. Mais disons qu'en net, c'est très énorme par ouais. mois. Et c'est des choses qui sont impressionnantes à entendre. Mais quand c'est dans ton entourage, quand c'est quelqu'un qui te ressemble, avec qui tu as déjà bu un café, du coup, toi-même, ça te rend des choses beaucoup plus accessibles et tu dis, ok, Ouais. c'est peut-être possible de le faire. Donc l'entourage, super important. Bah écoute, encore une fois, très intéressante ta réponse. Maintenant, la question spéciale podcast, question spéciale dédicace Antoine. Quelle est ta recommandation lifestyle? Alors en fait, c'est un peu la spéciale du podcast. Ça peut être un livre, une série, une habitude que tu as dans ta vie et qui fait de toi une meilleure personne. Alors c'est pas forcément un meilleur entrepreneur, hein, mais c'est même, tu vois, par exemple, faire du sport tous les matins, ça me rend plus en forme et c'est mieux pour mon quotidien. Donc du coup, quelle serait cette recommandation lifestyle, Dorian? Ma recommandation lifestyle qui me rend une meilleure personne. J'aimerais bien dire que je suis quelqu'un qui fait du sport, qui fait des pompes, des abdos tout le temps, mais c'est faux. C'est faux, je fais un peu de sport, mais voilà, c'est Ouais. pas non plus hyper récurrent dans ma vie. Euh, Moi, j'aime bien lire. J'aime bien lire. La lecture, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Euh, J'aime bien lire. J'aime bien lire plusieurs livres. J'aime bien lire la Bible. J'aime bien lire aussi. Tiens, j'ai un petit livre là qui est posé là d'ailleurs. Ouais. Pour ceux qui Bah, vont voir tiens, la montre vidéo, bien le qui titre. c'est Attends, juste, je vais lire le titre. The Millionaire Next Door. Voilà. The Millionaire Next Door, qui est un livre sur les finances personnelles, la gestion des finances personnelles. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'aspect des finances aussi. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir une bonne gestion de ses finances. Par exemple, en tant que vidéaste, tu peux avoir un mois à 2000, un mois à 500 € et un mois à 8000 €. Donc, du coup, si tu n'as pas une bonne balance de tes Mm. finances, t'es cuit, tu vois. Tu vas te dire que tiens, je vais me gagner 8000 €. Ok, cool, tout va dans ma poche. Je fais la fiesta, je suis riche, je fais 8000 € par mois. Et le mois suivant, tu es complètement non. Tu dois avoir une bonne gestion de tes finances, etc. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, je ne sais pas si j'ai une recommandation. Bon, c'est très personnel ce que j'ai dit, mais je ne sais pas si j'ai une recommandation vraiment lifestyle à pouvoir dire. Elle est compliquée la question, Antoine. Elle est compliquée, mais très intéressante. Sinon, ouais, je pourrais dire, ouais, c'est ça, Peut-être un livre ouais, qui t'a marqué ou quelque chose comme ça. ouais, un livre qui m'a marqué, bah, je suis un aspect très spirituel, moi je pourrais dire, il y a un livre de proverbes, j'aime beaucoup le livre de proverbes, donc c'est un livre qui est dans la Bible, donc c'est un livre de proverbes tout simplement, qui est, je pense, ouvert à tout le monde, et j'aime beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup les choses simples, tu vois, des choses très simples comme euh, ce que tu sèmes, tu le récoltes, etc. Tout ce genre de choses-là, c'est des choses très simples, mais j'aime beaucoup ça aussi. Comme des fois, je suis beaucoup dans mon activité, dans la réflexion de ceci, de cela. C'est très mathématique, finalement, ce que je fais, être entrepreneur, gestion de clients. Donc, des fois, j'aime bien revenir à des choses simples. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà ce que je pourrais te dire.
Ok, bah non, bah c'était. T'as réussi la question, même si elle est un peu difficile cette question, n'est-ce pas, Antoine? Euh, bah, bah écoute, du coup, c'est là qu'on va se quitter. Nous, derrière, on va aller débrief avec Antoine sur ça. On va revenir un petit peu sur des éléments de cette interview qui était, Super. ma foi, longue, mais ma foi, extrêmement intéressante. Puis voilà, t'es le bienvenu, t'es le re-bienvenu dans notre podcast pour venir parler d'un sujet hein, pour une Super, prochaine fois. super, super. Bah écoute, ce que je voudrais te dire à toi et à Antoine aussi, c'est que moi j'aime beaucoup toutes ces initiatives-là. Le message que je voudrais faire passer, c'est j'aime beaucoup ces initiatives-là. Lorsqu'on parle de vidéo, de business dans la vidéo, je vois pas du tout, on fait la même activité à peu près dans Ouais. ça, mais moi je vois pas du tout cet aspect de la concurrence-là. Je suis pas d'accord avec cette mentalité-là. Au contraire, je suis d'accord avec cette mentalité-là de ce type de partage qu'on peut faire parce que moi, ce qui m'a drivé à lancer un café avec un vidéaste, c'est le manque de contenu intéressant et pertinent dans ça et pas juste être dans le truc de il faut être gentil et faire des bonnes vidéos pour non non il suffit pas juste de ça pour vivre de la vidéo. Donc votre podcast, je trouve que c'est une super initiative. Je sais qu'il y en a d'autres qui commencent aussi à émerger. C'est très cool tant que le contenu est fait de manière intéressante et de manière avec de l'empathie, vraiment pour pouvoir apporter quelque chose aux gens. Je trouve ça hyper cool. Donc franchement, avec grand plaisir que ce soit toi et Antoine de passer sur un café avec un vidéaste, que ce soit si vous me réinvitez avec grand plaisir et voilà. À moi, je prends l'engagement, quand tu veux, tu me donnes une date, je viens, pas de problème. Bon, bah écoute, C'est c'est cool. là qu'on se quitte, c'était super intéressant en tout cas. Et nous, on va Super débriefer cool. avec Antoine, donc c'était un mot à dire à Antoine, c'est maintenant. Yes, bah Antoine, au plaisir on s'est pas encore eu, je pense, pas encore au moment où j'enregistre ça au téléphone ou en vrai, etc. Mais quand tu veux, si tu veux boire un café. Ok, merci. Ouais, Guillaume, très cool ta conversation avec Dorian. D'ailleurs, merci Dorian d'avoir joué le jeu. Euh, Il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir, que j'ai trouvé intéressants, sur lesquels on peut un peu creuser. La première notion, c'est l'école de cinéma. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Dorian nous expliquait qu'une école de cinéma, ça t'apprend pas finalement non plus à devenir un vidéopreneur, quoi. Mais c'est normal en même temps parce que c'est pas le rôle d'une école de cinéma, comme c'est pas non plus le rôle de quelconque école finalement. Parce que moi, je dis ça parce que j'ai des clients qui ont fait des écoles de commerce, j'en ai d'autres qui n'en ont pas fait, et en fait, ils partaient plus ou moins du même point, quoi. Parce qu'encore une fois, la vente, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, quoi. J'ai trouvé ça intéressant, ce retour-là, parce qu'effectivement, l'école de cinéma, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il a dit, pendant, je sais plus combien de temps, 6 mois, un an, il n'avait pas touché à une caméra. Ouais. Quand il était en cours. Enfin, c'est fou, quoi. Donc je pense que ça doit vraiment être plus dans un premier temps un côté un peu théorique, un côté compréhension vraiment de l'univers du cinéma avant d'être dans l'action. Et je veux pas jeter des pierres sur l'école de cinéma, mais je pense qu'effectivement c'est pas un prérequis, quoi. Et aujourd'hui, un entrepreneur, en fait, il vit pas de ses diplômes, comme il le disait très bien, je pense, Dorian, Ouais. mais il vit vraiment de son expérience, de ses relations clients, et il vit en fait tout simplement de ses clients, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il dise ça, parce qu'en gros, bah, tu prends un gars qui est à une école, qui a fait une école de cinéma, mais qui n'a pas de clients, versus un gars qui a des clients, mais qui n'a pas fait une école de cinéma, bah, tu sais en fait tu sais en fait qui c'est qui va vivre de la vidéo et qui ne va pas en vivre, quoi. Ah ouais, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Et l'école, comme dans beaucoup d'écoles, on t'apprend jamais à vendre tes services, tout ça. Et de toute façon, de manière générale, on l'a déjà dit plein de fois sur ce podcast, lorsqu'on veut vivre de la vidéo, c'est plus la technique qui rentre en jeu, mais c'est le fait d'être un chef d'entreprise et quels moyens on va utiliser pour avoir des clients. Et toutes ces choses-là, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, tout dépend dans quel camp vous vous situez, mais c'est pas des choses qu'on peut vous apprendre. Et de toute façon, c'est des choses qui fluctuent tout le temps. C'est juste le fait d'être un peu malin, de comprendre un petit peu. Donc il y a des choses quand même qui reviennent énormément, on en parle énormément sur ce podcast, mais effectivement, tu as raison, les écoles de cinéma, ils vont t'apprendre la technique vidéo. Maintenant, à toi d'utiliser cette technique vidéo pour la vendre, comprendre déjà en quoi elle est intéressante pour un client, la vendre pour en tirer un revenu. Ouais, absolument. Donc,
si vous nous écoutez, que vous n'avez pas fait d'école de cinéma et que vous pensiez qu'il fallait en faire une pour devenir un chef, un vidéopreneur, un entrepreneur de la vidéo, ben, sachez que c'est pas un passage obligatoire, loin de là. Et le deuxième point, c'est Malte. Malte, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme vraiment qui met en relation des freelances et des entreprises. Et comme Dorian le disait, il y a un petit bémol, c'est que c'est un peu le bon coin, c'est un peu le bon coin, c'est caricature, parce qu'en fait, il y a toujours la notion de prix qui est affichée. Et Dorian le disait à juste titre, et moi j'ai la même pensée, c'est que je ne parle pas de prix avant de savoir en fait quel est le besoin du client. Donc il y a toujours un peu ce côté qui est un peu difficile à gérer, mais mine de rien, ça a quand même un intérêt si vous êtes au début de au début de votre carrière, de profiter de cette plateforme pour faire de l'acquisition client finalement, Ouais. pour trouver vos premiers clients. Et il faut toujours penser un peu plus loin, et c'est ce que faisait très bien Dorian avec Malte, c'est se dire, ok, je ne vais pas sur Malte pour être attentiste et attendre que ça vienne, que les clients viennent et qu'ils me comparent et qu'ils me choisissent versus trois autres vidéastes, mais je suis vraiment là dans l'idée de créer encore une fois une relation, de faire des rencontres, de proposer systématiquement le plus rapidement possible un échange vidéo, une rencontre ou un appel. Et en fait, à mon sens, c'est vraiment ça la bonne stratégie pour s'assurer de se différencier, de bien comprendre finalement le besoin du client et derrière de pouvoir signer des contrats peut-être bien plus chers que ce qu'on avait affiché au début, quoi. Et ça, c'est un peu comme tout, mais c'est un système. Il faut en réfléchir à une stratégie pour en profiter au maximum, quoi. Bah, je suis assez d'accord avec toi, et moi ce que j'ai adoré à ce moment-là, c'est qu'il disait en fait, voilà, il faut être dans l'action. Ouais. Voilà, il faut être dans l'action, c'est-à-dire que vous pouvez pas juste vous contenter de faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous mettez en ligne votre profil et d'un coup il y a des gros groupes qui vont vous contacter comme ça. C'est-à-dire que lui, comme il explique, il a toute une stratégie derrière pour emmener déjà le client au téléphone et puis au téléphone creuser les besoins et voir effectivement, parce que le client quand il vous contacte, des fois il pense que ça peut résoudre son problème, et comme lui il connaît pas trop la vidéo, il sait pas trop, en tout cas il le connaît beaucoup moins que vous pouvez aller encore plus loin, et ça peut très vite arriver, comme le dit très bien Dorian, et j'ai adoré ça. Ben voilà, le client il vient pour une vidéo à 500 €, et vous lui vendez un projet à beaucoup plus que ça. À un moment il a parlé, alors je sais plus si ça vient de Malte ou pas, mais il parle d'un projet à 7 000 €. Euh, Ça pourrait venir de Malte, c'est-à-dire que la personne elle pense qu'elle a besoin de 500 € et vous creusez le besoin bien. Vous faites un bon entretien client, une bonne découverte, et d'un coup on se rend compte qu'il y a de plus gros besoins, en tout cas il y a un retour sur investissement plus intéressant sur une prestation beaucoup plus chère. Et ça tout peut commencer avec Malte. Mais là je vais te teaser un petit peu, et on attend, c'est pas encore fait, mais j'ai parlé aussi à quelqu'un qui s'appelle Victor Bodard, on a parlé de Malte, et lui il a un avis assez différent, qui est aussi intéressant, et ça va mettre, on va dire, un peu du change au truc, mais tu vas voir, je pense que tu vas aussi bien aimer. Parfait, parfait. Ben, j'ai bien hâte. Mais en tout cas, s'il y a vraiment un truc à retenir sur Malte sur la bonne stratégie, c'est de ne jamais raisonner one shot, quoi. Ne pas se dire, j'ai un contact client, j'y vais, je fais ma mission et je m'en vais, quoi. C'est Mm. vraiment l'objectif, c'est de créer une relation, c'est d'aller chercher un partenariat sur du long terme ou d'aller chercher des clients qui ont un véritable potentiel business, aussi bien en relation directe avec ce même client, ou bien un autre service de l'entreprise, ou bien une autre filiale, ou bien même en profitant de son réseau, quoi. Et c'est là où il y a quand même un intérêt de profiter, je pense, de ce bassin de clients et qui vous permettra, je pense, très facilement de vous différencier. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais cool, ben merci encore Dorian. On se salue à distance, mais en tout cas, c'était top. D'autres rencontres, d'autres interviews arrivent, comme le disait Guillaume. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous, parce que derrière, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous laisser vos avis. D'ailleurs, n'hésitez pas toujours à nous laisser un petit commentaire et une petite évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et tout simplement à partager finalement le podcast autour de vous. On est reconnaissant clairement de votre suivi.
Et puis, si vous nous écoutez depuis le début, vous savez qu'avec Guillaume, on est en train de travailler fort depuis quelques semaines pour créer un peu la masterclass, quoi, la formation ultime pour vraiment vous donner toutes les billes dont vous avez besoin pour vivre de la vidéo, avec vraiment cet aspect entrepreneuriat, business, marketing, en profitant de nos deux expériences. L'expérience de Guillaume qui vit aujourd'hui pleinement de la vidéo, puis de mon expérience qui est celle finalement d'un consultant en vente et en conseil depuis maintenant 2015, où j'ai pu profiter finalement de toutes les bonnes pratiques d'entreprises cotées en bourse. Et tout ça, en fait, on l'adapte vraiment pour le vidéaste, et là, on est en train de travailler, en train de bûcher dessus, et je pense sincèrement que c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour devenir un vidéopreneur. Encore une fois, moi j'ai le plan sous les yeux à chaque fois, je travaille dessus et je le dis, je me suis répété peut-être plein de fois, mais si j'avais eu cette formation 4 ans en arrière, j'aurais été vraiment très très content parce qu'on couvre tous les aspects, que ce soit comment on positionne une offre, comment on mène un entretien client, comment on prospecte de nouveaux clients, comment on utilise le mail, comment on utilise LinkedIn, comment on utilise... Enfin vraiment, il y a pour l'instant, il y a tout, c'est vraiment comme on disait Antoine, la formation ultime pour vivre de la vidéo, quoi. Et que sous l'angle business. Exactement, et l'idée c'est vraiment de vous apporter juste ce dont vous avez besoin pour vivre de la vidéo sans en faire trop non plus, comme je le dis souvent sur ma chaîne YouTube, pas besoin d'être un vendeur en costume 3 pièces pour savoir vendre, enfin un homme d'affaires en costume 3 pièces, et là c'est exactement ce qu'on veut, quoi. C'est vous donner les billes, les bonnes bases, et ça fonctionnera très bien. Guillaume, merci d'avoir interviewé Dorian, merci pour ton temps, c'était un plaisir encore une fois d'être passé du temps avec toi. On se quitte et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vivre confortablement de la vidéo, eh bien vous devez trouver des clients. Vous le savez. Et trouver des clients, je vous assure que c'est possible et ça commence par une bonne pratique dans vos mails. Je vous explique tout dans ma formation gratuite Trouver facilement des clients par mail et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être un crack de la vente pour trouver des clients. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!